Alors un petit déroulé pour vous montrer effectivement un projet ENR, un projet d'énergie renouvelable, il a plusieurs phases. Et nous, on va s'intéresser vraiment à la phase d'exploitation. Pour nous accompagner dans cette table ronde, on va avoir plusieurs interlocuteurs. Donc Robin Dixon qui en fait participe à la structure France Renouvelable. Donc Robin Dixon va en fait nous présenter toutes les mesures environnementales, comment elles sont mises en œuvre et comment les suivis de ces mesures sont mis en œuvre lors des phases d'exploitation. Il va nous présenter plusieurs cas et nous expliquer un petit peu comment tout ça se passe pour des parcs éoliens. Ensuite, il y a Yannick Butcher qui est à mes côtés, qui est du bureau d'études Exen et qui va, lui, nous présenter justement une mesure en particulier qui est en lien avec les parcs éoliens sur le bridage des parcs éoliens et comment on peut optimiser ce bridage pour les chiroptères. Ensuite, il y a Jean-Christophe Benoît qui est au bout de CDC Biodiversité, qui va être là pour nous présenter en fait, un retour d'expérience sur les mesures compensatoires en Nouvelle-Aquitaine et donc nous faire un petit peu justement un retour d'expérience, les choses qui ont bien fonctionné, celles qui sont à améliorer. Ensuite, on a plusieurs personnes de WD qui sont à nos côtés avec Chloé, Santin, Fanny Prigent. Là, toutes les trois voilà, sont là associées à l'association Noé pour nous présenter une initiative très intéressante, en fait, on va dire innovante, sur justement comment investir un foncier pour la biodiversité. Et enfin, Alice Luquen, au centre, qui est de la société PwC, va nous présenter différents retours d'expérience dans d'autres pays qui ont été en fait analysés à travers une étude benchmark qui a été réalisée par l'OFB. Et donc, comment on peut s'en inspirer pour aussi nous améliorer nos pratiques. Donc, je vais laisser la main à Robin. Hop. Et on fait dérouler. Merci. Là, je vais enlever ça, sinon je vais m'avoir en double dans les oreilles. Merci Delphine. Je vais essayer de bien parler dans le micro parce que je vois que c'est un petit peu sensible. Donc du coup, comme l'a dit Delphine, effectivement, la construction et l'exploitation de parcs éoliens peut avoir des incidences sur la biodiversité, que ce soit au niveau des espèces animales et végétales ou de leurs habitats. Et donc l'exploitant doit s'assurer que son parc ne dégrade pas l'état de conservation de ces espèces, et ce tout au long de la vie d'un parc éolien. Donc là je vous ai mis un schéma un petit peu simplifié, où on voit que la biodiversité elle est prise en compte dès les premières analyses de préfaisabilité, quand on identifie les enjeux environnementaux sur site. On le voit également dans tout le développement du projet, avec la réalisation de l'étude d'impact environnemental par un bureau d'études, qui permet après de définir les mesures ERCA. On en reviendra un petit peu juste après. Et puis en exploitation, on a tout ce suivi de ces mesures ERCA et les suivis environnementaux. Et on pourrait ajouter aussi à tout ça les étapes de déconstruction, remise en état ou repowering des parcs éoliens. Pour la séquence ERC que peut-être vous connaissez déjà, on va passer dessus assez rapidement. Donc vous avez un projet qui a des impacts bruts, donc c'est la barre en orange. On a des mesures d'évitement qui visent à supprimer totalement l'impact, en partie ou totalement. Après l'application de cet évitement, il nous reste encore un impact. On met des mesures de réduction qui permettent de diminuer la durée, l'intensité ou l'étendue de l'impact. Et s'il reste des impacts résiduels significatifs, enfin des impacts résiduels tout court, on met en place des mesures de compensation qui visent à faire une contrepartie à ces impacts résiduels, dans l'objectif d'avoir une absence de perte nette de biodiversité, voire même un gain. On a à ça aussi les mesures d'accompagnement qui ne sont pas obligatoires, mais qui peuvent améliorer l'impact global du projet ou l'efficience de certaines mesures. Donc voilà, un peu dans le détail au niveau des mesures d'évitement, de réduction, de compensation et accompagnement. Donc l'ordre est extrêmement important. On applique d'abord l'évitement, puis la réduction, puis la compensation, et l'accompagnement se fait de façon comment dire, a posteriori pour la plupart des cas. Entre l'évitement et la réduction, dans plusieurs cas, c'est l'efficacité de la mesure qui déterminera si elle est classée comme évitement ou réduction.
Je vous donne un exemple au niveau de l'évitement de zones à risque. Selon si ça supprime complètement l'impact ou non, on sera plutôt dans l'évitement ou dans la réduction. Dans les mesures de compensation, et là-dessus, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard, on a des mesures de restauration d'habitat, de réhabilitation d'habitat, de création, par exemple avec des gîtes artificiels, et des mesures de gestion avec par exemple la suppression de traitements phytosanitaires. Et enfin, les mesures d'accompagnement peuvent être extrêmement diverses. On a des actions plus expérimentales, on peut avoir de la préservation foncière pour d'autres habitats, des aménagements paysagers, des actions supplémentaires en lien avec la commune notamment, mais l'éventail est vraiment très large. Quelques exemples assez concrets de mesures ERC. Donc, c'est des exemples que vous pouvez retrouver dans le livret éolien biodiversité qu'on a sorti l'année dernière chez anciennement France Énergie Éolienne et aujourd'hui France Renouvelable, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Donc vous avez dans l'ordre de l'évitement de zones à enjeux forts qui peut se faire dès la phase de développement du projet, l'adaptation du calendrier des travaux pour éviter les phases à risque, et vous avez également des exemples très concrets comme le conventionnement avec un agriculteur pour éloigner les zones favorables au goéland. Donc ça, c'est un parc qui a mis ça en place. On a de plus en plus l'installation de dispositifs de bridage dynamique pour les chiroptères. Donc je pense que Yannick pourra peut-être en dire deux mots après. Un exemple que je présenterai un petit peu plus loin sur la restauration d'habitat pour le guépier d'Europe. Et puis un exemple aussi de mesures d'accompagnement avec la protection de nichers de busards. Robin, par rapport à ces différentes mesures, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement comment elles sont suivies ? Alors, les mesures ERC, donc, le maître d'ouvrage est réglementairement responsable de la bonne exécution de ces mesures-là. Si vous voulez aller creuser, c'est l'article R122-13 du Code de l'environnement, si je l'ai bien noté. Donc, le maître d'ouvrage a une obligation de moyens et de résultats pour chacune des mesures, dans le respect global de l'absence nette de biodiversité. Les modalités de suivi elles sont fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation du parc éolien, d'après les préconisations qui ont été faites dans le dossier d'autorisation environnementale sur la base de l'étude d'impact environnemental. Donc dans l'ordre, une phase d'étude d'impact environnemental qui donne des préconisations qui sont reprises dans le dossier d'autorisation environnementale et adaptées après lors de l'arrêté préfectoral d'autorisation. Après cette autorisation du projet, donc le maître d'ouvrage doit réaliser le suivi des mesures ERC qui sont prévues afin d'évaluer leur efficacité écologique et l'atteinte de leurs objectifs, et également rédiger des bilans et des suivis qui seront transmis au service de l'État pour rendre compte des résultats des mesures, sachant que l'ensemble des données brutes qui sont récoltées sont consignées sur une plateforme qu'on appelle Dépôt Bio, qui concentre la plupart des données de biodiversité de divers projets et dont les énergies renouvelables sont le principal contributeur aujourd'hui. Pour l'évitement, l'effectivité est contrôlée lors de la réalisation du projet et une fois sa mise en service. Et pour la réduction et la compensation, les suivis se font selon un calendrier qui est fixé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, qui est réadapté si des insuffisances sont constatées. Le suivi des mesures ERC et leur contrôle par le service de l'État, donc les services CPE, permet de les ajuster autant que possible si besoin. Et puis on a un deuxième type de suivi à distinguer, c'est le suivi environnemental, qui lui vise à en fait, étudier plus globalement l'impact, notamment au niveau de la mortalité, que peut avoir un parc éolien. Donc ce suivi environnemental, il est très cadré, il doit débuter dans les 12 mois suivant la mise en service du parc éolien, et il vise à assurer un suivi complet sur un cycle biologique, et un suivi adapté aux enjeux avifaune et chiroptères qu'il y en a sur le site, puisque ce sont les espèces qui sont les plus sensibles au parc éolien. Donc il consiste à étudier la mortalité brute, c'est-à-dire le nombre de cadavres qu'on peut trouver au pied des éoliennes, et par des formules statistiques, la mortalité estimée, qu'on couple avec des études d'activité et ou de comportement pour avoir un ordre d'idée global de l'activité sur le site. Ce suivi-là, il est renouvelé à minima tous les 10 ans d'exploitation, ça peut être plus fréquemment, et il est cadré par un document qui s'appelle le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres, que les développeurs, les exploitants et les bureaux d'études connaissent bien, puisqu'ils recensent tous les
toutes comment dire, les modalités de mise en place de ce protocole dans les détails, que je vous épargne ici. Je pense qu'on en pourrait y passer des heures. Ce suivi environnemental, il a 3 principaux objectifs. Le premier, c'est déterminer le niveau d'impact. Quelles espèces, pourquoi on a de la mortalité, qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter. Il permet de comparer objectivement les mortalités générées d'une année à l'autre ou entre les parcs, pour pouvoir là aussi adapter si besoin. Et puis il permet là encore de construire, d'alimenter une base de données nationale, donc la base de données d'EpoBio, qui permet d'avoir une vision globale sur l'impact des parcs éoliens. Et une fois que cette base de données sera exploitée, peut-être d'en tirer des pistes d'amélioration et de recherche. Ce protocole, il peut être révisé s'il y a des évolutions technologiques, par exemple, et il est contrôlé par les services de l'État, encore une fois, pour ajuster les mesures ERC si besoin. Ok, et donc, bon, merci pour ces réflexions, ces contextualisations de toutes ces mesures, et là, vous allez pouvoir nous présenter peut-être des choses de manière un peu plus illustrée, concrète. Oui, tout ça c'était très théorique. Dans le concret, je vais vous donner 4 cas types qu'on peut un petit peu décliner dans tous les parcs éoliens, qui sont inspirés là encore d'exemples qu'on retrouve dans le livret éolien biodiversité. Donc le premier exemple, l'aménagement d'un habitat comme mesure de compensation pour une espèce cible. L'exemple concret qu'on peut mettre face à ça, qu'on retrouve dans le livret, c'est l'aménagement d'un fronton pour la nidification du guêpier d'Europe, que je vous ai présenté rapidement avant. L'exploitant avait également créé une mare pour attirer les insectes, qui sont les proies du guêpier, et avait mis en place une mesure de protection des sites. Le suivi de la mesure, donc autant de la pérennité des travaux qui ont été réalisés que l'augmentation des effectifs, ont permis de montrer une augmentation nette de la population de l'espèce cible, donc en l'occurrence le guêpier d'Europe, puisque on est passé de 3 couples en 2019 à 16 couples en 2021. Donc on est là un exemple concret de mesure qui a fonctionné et qui peut se poursuivre par la suite. Exemple suivant, donc là c'est l'exemple du suivi environnemental. Le parc éolien est mis en service. Le suivi environnemental est réalisé donc dans les 12 mois suivant la mise en service. L'analyse valide les impacts pressentis et l'efficacité des mesures qui avaient été prévues par l'étude d'impact environnemental. Donc voilà, on poursuit l'exploitation du parc éolien. Le prochain suivi environnemental sera dans plusieurs années, au plus court, au plus long plutôt 10 ans. Peut-être ça peut être également plus court. Et puis, si jamais les impacts sont plus importants qu'attendus, on peut avoir l'ajustement des mesures de réduction. Donc là, je vous ai mis un exemple. Ça peut être, par exemple, l'ajout ou l'allongement d'un bridage qui était peut-être mal paramétré. Ça peut être l'ajout d'un système de détection aussi qui permet de détecter en temps réel la faune volante à proximité et donc d'arrêter les éoliennes si on détecte une présence d'oiseaux. Et là-dessus, je pense qu'on pourra y revenir notamment avec Yannick un petit peu plus tard. Effectivement, Yannick qui nous présentera un peu plus en détail comment ça fonctionne pour le bridage des éoliennes et sûrement comment on peut optimiser en fait ce bridage-là. Et puis le 4e exemple, donc c'est les initiatives qu'on peut avoir en phase d'exploitation, donc initiative de l'exploitant. On a un parc qui est en cours d'exploitation. L'exploitant décide de tester une nouvelle mesure en accord avec les services instructeurs. L'analyse montre que la mesure est efficace, donc elle est pérennisée. Là-dessus, on a aussi un exemple dans le livret éolien biodiversité d'un parc où ils ont testé un système de réduction du risque de collision pour les chiroptères, donc les chauves-souris. Ce système, il se base sur plusieurs paramètres qui influencent la probabilité de présence des chiroptères, principalement des paramètres météorologiques comme le vent, la température, la date, l'heure, la période de l'année. Tout ça permet de calculer le risque de collision. On peut y ajouter également une détection en temps réel et ça permet d'une part de réduire le risque de collision puisqu'on prévoit à quel moment le risque de collision est le plus fort et également de réduire les pertes par rapport à un bridage qui est dit statique, c'est-à-dire que sur une période prédéterminée. Donc là, en l'occurrence, sur ce parc-là, ça a permis de couvrir 90% de l'activité des chiroptères et de réduire les pertes de production passant de 4% à 1%. Et au niveau des initiatives en phase d'exploitation, elles peuvent être très variables. On peut avoir des mesures d'accompagnement, comme on a présenté auparavant. On peut avoir la
préservation de nids de busards, qui est une mesure qui est très déployée aujourd'hui et qui permet de sauver chaque année des dizaines d'oiseaux, des oiseaux qui nichent dans les terres agricoles. Et si jamais l'exploitant agricole le passe au même moment, il n'y a plus de nichés. On peut avoir également des actions de mécénat. Dans le livret, on a un exemple d'un financement de mesures de bagages pour les oiseaux. On peut avoir des études scientifiques qui soient locales ou nationales. Locales par un exploitant sur un site très précis pour connaître l'activité d'une espèce ou la fonctionnalité d'un habitat, par exemple. Et des études nationales qu'on suit, par exemple, au niveau de France Renouvelable, qui permettent d'avoir un niveau de connaissance un peu plus important le lien entre éolien et biodiversité. On peut avoir le test de nouvelles technologies comme les systèmes de détection et le partenariat avec des associations. Et là, je laisserai WPD et Noé en dire deux mots, évidemment. Et donc, pour conclure, il y a un petit schéma de synthèse. J'entends plus ce qui se passe, donc je vais faire comme si j'avais entendu la relance. Donc, in fine, pour conclure sur cette partie-là, la déclinaison des mesures enviro en phase d'exploitation, elle est continue. On ne se repose jamais sur nos lauriers. Il y a vraiment une remise en question qui est permanente de l'impact du parc éolien. On le voit sur le schéma là, la phase d'exploitation, c'est en fait, c'est un cycle continu où des mesures sont mises en place. On vérifie qu'elles fonctionnent. Si elles fonctionnent, on poursuit. On ne s'arrête pas de suivre, mais on poursuit. Et si ça ne fonctionne pas, on s'adapte. Et là-dessus, il faut noter la complémentarité d'une part des suivis des mesures ERC et d'autre part du suivi environnemental qui permettent cette adaptation en continu. Et toutes les initiatives supplémentaires qu'on peut avoir et que vont présenter notamment WPD, ça permet d'aller bien au-delà du cadre réglementaire qui est très strict, et c'est bien normal, dans une démarche qui est vraiment proactive de recherche de l'excellence environnementale. Le but, c'est vraiment d'avoir une prise en compte qui est à la fois exigeante et proportionnée de la biodiversité, qu'on a ici pour l'éolien, mais qui se structure aussi pour les autres énergies renouvelables, et c'est important de le souligner. Donc voilà, cette biodiversité, on y fait attention tout au long de la vie d'un parc éolien, et j'ai envie de dire, c'est de plus en plus exigeant chaque année, et c'est une bonne chose au vu de ce qui se passe pour la biodiversité. Oui, l'idée à retenir, c'est qu'on est vraiment dans une amélioration continue, et après toutes les démarches d'autorisation effectivement qui nécessitent de nombreuses expertises écologiques, on continue à se documenter, à avoir de la connaissance, à accumuler de la connaissance pour que durant toute la vie du parc éolien et d'autres formes de parcs aussi photovoltaïques, on puisse encore améliorer nos pratiques et trouver des solutions. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie ? Bon, s'il n'y a pas de questions, on va passer... J'espère pas avoir assommé avec tous les textes réglementaires, en tout cas. Je ne sais pas, non, on a tout bien compris, je pense que... S'il n'y a pas de questions, je propose que Yannick prenne la main justement pour nous parler d'une mesure en particulier, qui est le bridage en fait des éoliennes avec le programme OPREC. Merci, bonjour à tous. Oui, donc moi je vais vous parler de cette fameuse mesure de régulation des éoliennes en faveur des chauves-souris. Alors je passe sur le titre. Et je vais d'abord essayer d'aborder assez simplement ce que c'est que le principe de base d'une mesure de régulation des chauves-souris, enfin des éoliennes en faveur des chauves-souris. Le principe, il est assez simple finalement. Il s'agit d'arrêter de façon automatique les éoliennes quand on considère qu'il y a des conditions de risque de vol pour les chauves-souris. Le schéma que vous avez à l'écran est assez caractéristique. Il montre bien que par rapport à la vitesse de vent, par exemple, on a en général une activité des chauves-souris qui est plutôt sur des vitesses de vent faibles, et on a une activité, enfin en tout cas une production d'énergie liée aux éoliennes qui se fait avec des vitesses de vent fortes. Donc l'intérêt, c'est essayer de voir dans quelle mesure il y a un recouvrement des activités éoliennes et chauves-souris, et dans quelle mesure on peut essayer d'adapter l'activité des éoliennes pour minimiser le risque d'impact en termes de mortalité, quoi.
Donc ça, c'est le principe de base assez simple. En réalité, c'est pas si simple que ça, puisque finalement, notre capacité à déterminer les conditions de risque est très limitée. L'activité des chauves-souris est caractérisée par le fait qu'elle est très variable dans le temps et dans l'espace. On a du mal à prédire en fait l'activité des chauves-souris en vol à hauteur de rotor d'éoliennes, et on a de nombreux facteurs d'influence qui jouent sur cette activité. Donc voilà, toute la difficulté, c'est à ce niveau-là, dans notre capacité à prédire le risque. Voilà. Donc finalement, le but, c'est d'essayer de trouver le meilleur compromis entre production d'énergie et maîtrise des risques de collision. Donc c'est aussi, il n'y a pas une solution mathématique en fait sur ces mesures. C'est toujours une recherche de compromis. Donc voilà aussi la difficulté qu'on va essayer de traiter, quoi. Si on rentre un peu plus en détail dans cette mesure, on sait qu'il y a toujours deux sources de données qui sont essentielles à prendre en compte dans le cadre d'un processus de régulation, enfin, ou de bridage des éoliennes en faveur des chauves-souris. On vient de parler de l'activité des chauves-souris, donc on parle surtout d'activité acoustique en métropole ou dans les pays européens, parce que les chauves-souris se caractérisent aussi dans leur activité par l'écolocation, et donc une capacité à détecter leur activité par cet aspect bioacoustique. Donc on croise encore une fois cette activité de chauve-souris avec les conditions météo, et dans le cadre d'un parc éolien, on va surtout mesurer cette activité au niveau des rotors des éoliennes, et on va essayer d'identifier vraiment l'activité qu'il y a à hauteur de rotor, donc c'est l'activité à risque. Donc finalement l'activité, c'est le seul moyen qu'on a à disposition pour percevoir les risques, et donc de percevoir les conditions de risque de vol des chauves-souris à hauteur de rotor. Ça nous permet d'aboutir au graphique qu'on a vu tout à l'heure, et qui permet déjà d'avoir une interprétation des conditions de risque. Et donc finalement, dans le processus de régulation, ça nous permet deux choses. Déjà de prendre la décision de réguler ou pas un parc éolien, et deuxièmement de dimensionner en fait le pattern de régulation, c'est-à-dire définir les seuils à partir desquels on va autoriser les éoliennes à être en fonctionnement, quoi. Donc une fois qu'on a défini ce pattern de régulation, on va l'implémenter dans le parc éolien. Donc le parc éolien est régulé de façon automatique. À chaque fois qu'il y a des conditions de risque qui sont présentes sur le parc sera arrêté, quoi. La deuxième source de données importante à prendre en compte, c'est la notion de mortalité. Donc, elle a été déjà évoquée avec Robin tout à l'heure sur notamment le suivi environnemental qui traite des conditions de suivi de la mortalité, d'estimer une mortalité réelle à partir de mortalité brute. Donc là, je ne vais pas revenir sur le protocole, mais finalement, ce suivi de mortalité, c'est le seul critère qui nous permet d'estimer, de constater l'impact et de qualifier l'impact. Il n'y a pas qu'une question de quantité de mortalité, mais aussi une notion de patrimonialité, de période de mortalité. Et donc, dans le processus de régulation, finalement, le suivi de mortalité, ça nous permet de contrôler l'efficacité de la mesure de régulation et de l'optimiser. Donc, en fait, on voit bien qu'on a deux aspects, activité et mortalité, qui traitent de toutes les étapes du processus de régulation, depuis la prise de décision de mettre en place une mesure jusqu'à l'évaluation et l'optimisation de la mesure, quoi. Donc ces deux sources de données, elles sont complémentaires, indissociables, essentielles à croiser tout au long de la phase de suivi environnemental, quoi. Donc ça, c'est un principe qui est à peu près reconnu par tout le monde. La difficulté, c'est que en fait, sur ces deux sources de données, activité et mortalité, il y a beaucoup de biais méthodologiques, des biais techniques. L'activité acoustique, notamment, c'est quelque chose qui n'est pas une science dure. On connaît encore très mal l'activité des chauves-souris, et encore très mal l'activité acoustique des chauves-souris. Il y a une diversité de comportements acoustiques, de signaux acoustiques en fonction des conditions de milieu, de conditions météorologiques. Et puis de toute façon, sur les parcs éoliens, dans le cas du suivi environnemental, on a tout le temps un échantillonnage de cette activité acoustique, souvent avec un enregistreur qui est passé sur une éolienne pour 8 éoliennes, quoi. Pareil pour la mortalité, on a toujours un échantillonnage, on fait des suivis de mortalité dans le cadre du protocole de suivi environnemental, où on a une perception partielle de l'activité, de la mortalité, qu'on essaie de corriger avec des coefficients correcteurs. Donc voilà, on a donc ces biais techniques qui interviennent, et cette mesure de régulation des éoliennes en faveur des chauves-souris s'est développée de façon empirique, par tâtonnement, depuis les années 2010, sans réel cadre technique ou institutionnel. Et donc aujourd'hui, on a une hétérogénéité des pratiques. Et on voulait savoir où on en était, quelle était la situation actuelle en termes de taux de régulation du parc éolien français, est-ce que c'est efficace, et dans quelle mesure on peut optimiser ce type de mesures, quoi.
Donc, je continue. Donc, c'est la raison pour laquelle on a travaillé sur ce programme de recherche appliqué OPREC, qui veut dire Optimisation des processus de régulation des éoliennes en faveur des chauves-souris. Donc, c'est un appel à projet ADEME Énergie Durable 2018, porté par 3 partenaires, le bureau d'études Exen que je représente, un partenaire scientifique, le CEF-CNRS de Montpellier, l'exploitant éolien Total Énergie, l'ADEME, et puis un comité scientifique et technique qui encadre tout ça. Ce programme de recherche est réalisé sur à peu près 4 ans et avec 3 axes principaux. Le premier axe, il s'agissait de justement mettre en évidence les différentes pratiques de la régulation en France. Où est-ce qu'on en était? Quel était le taux de régulation sur l'ensemble du parc éolien français? Et puis comment cette mesure est mise en place techniquement. Donc on s'est basé pour ça sur beaucoup d'enquêtes, des interviews. On a consulté l'ensemble des DREAL de France, beaucoup de bureaux d'études et on a surtout décortiqué aussi un nombre important de documents, arrêtés préfectoraux complémentaires, études d'impact, suivi d'impact, et qui représentait à peu près 760 parcs éoliens sur un échantillon de 2020 qui représentait à peu près 60% du parc éolien français. Donc assez représentatif. Et on a sorti une base de données qui nous a permis d'analyser un petit peu en détail chaque étape du processus de régulation. Un deuxième axe qui est un axe expérimental. Donc le but c'était de tester sur un site pilote différentes modalités de régulation avec un protocole expérimental. Donc on a fait, Total Energy nous a mis à disposition un parc éolien où on a mis en place des modalités de régulation différenciées par paire d'éoliennes qu'on a fait tourner de façon aléatoire tous les 15 jours pour s'affranchir des biais liés à l'éolienne. Et puis sur ce parc éolien, pour pouvoir vérifier l'efficacité des modalités de régulation, on a mis en place un protocole optimal de suivi de la mortalité avec un passage tous les jours et même le week-end et les jours fériés pendant 3 mois, les 3 mois les plus sensibles en termes de mortalité pour le parc éolien. Et on a mis aussi un suivi d'activité optimal avec des enregistreurs ultrasons dans toutes les nacelles d'éoliennes du parc éolien et en pied de chacune des éoliennes. Donc on a un jeu de données expérimental qui est optimal et à partir de là on a essayé de voir dans quelle mesure les mesures de régulation, les modalités étaient efficaces ou non. On a essayé d'analyser, de modéliser dans quelle mesure on était capable de prédire le risque et puis on essaie de faire des rétro-analyses sur justement l'efficacité et les biais des différentes modalités de régulation, enfin en tout cas des cadres réglementaires, du suivi environnemental par exemple qui est mis en place à l'échelle nationale. Et le dernier axe de ce programme de recherche, c'est une synthèse sur la base des 2 premiers axes, une synthèse dont le but était de sortir une espèce de guide des bonnes pratiques de la régulation, mettre en évidence les leviers, enfin les contraintes, les leviers, et puis préconiser des recommandations sur la façon d'optimiser cette mesure à chaque étape du processus de régulation. Donc c'est un document qui est disponible sur le site de l'ADEME, à la librairie de l'ADEME. Si vous tapez OPREC sur votre moteur de recherche, vous allez tomber directement dessus. Il y a plusieurs, c'est un gros document technique avec 200 pages, mais il y a plusieurs synthèses aussi qui sont à disposition, quoi. Donc je vais vous expliquer juste simplement quelques premiers enseignements. Il y a beaucoup de choses, mais voilà, il y a quelques enseignements intéressants pour ce premier état des lieux de la mesure de régulation en France. D'abord, c'est que cette mesure, à l'année 2020, au 31 décembre 2020, elle représentait un peu moins de la moitié du parc éolien français. Ça veut dire qu'elle était déployée en fait sur un peu moins du parc, un peu moins de la moitié. Donc c'est pas un jugement de valeur, c'était simplement un premier constat de la situation. On s'est rendu compte qu'en fait cette mesure se déploie de façon très hétérogène dans l'espace en fonction des régions et en fonction de l'évolution du développement éolien en France, principalement depuis le sud vers le nord, on va dire, avec des pratiques qui deviennent de plus en plus homogènes, qui étaient très hétérogènes, puis qui progressivement se standardisent, plutôt de façon positive, hein, notamment sur ces phases de recueil de données, activité, mortalité, dont je vous ai parlé tout à l'heure, quoi. Et puis dans la façon dans les parcs, dans les nouveaux projets éoliens, on se rend compte qu'aujourd'hui on a une progression importante aussi sur le nombre d'études d'impact qui préconisent ces mesures de régulation en phase amont, quoi. Donc là on est à plus de 75-80% des parcs éoliens, enfin en tout cas des projets éoliens qui intègrent cette mesure dans leur projet, quoi. Un autre enseignement important de ce document, c'est l'efficacité de la mesure.
Donc en décortiquant l'ensemble de ces rapports de suivi environnementaux, on a pu tester, évaluer en fait l'efficacité du nombre de mortalités avant et après mesure. On se rend compte qu'en fait, en moyenne, on a une mesure qui, de façon très globale, permet de réduire de l'ordre de 60% le niveau de mortalité. Donc c'est évidemment une moyenne nationale très, très approximative, évidemment. Mais voilà, ça nous donne un premier repère, quelque chose qui manquait jusqu'à maintenant dans les débats qui sont assez réguliers et clivants sur les notions de dimensionnement des mesures de régulation. Là, sur la notion de vitesse de vent, on se rend compte qu'avec des vitesses de vent de l'ordre de 5 à 6 mètres par seconde, on arrive à atteindre des réductions de la mortalité de plus de 50%. Et entre 6 et 7 mètres par seconde, on atteint 80 ou 100% de réduction de la mortalité. Donc ça, c'est assez intéressant, et c'est d'autant plus intéressant que ces résultats ils sont confortés par l'axe 2 du programme OPREC, avec la partie expérimentale, où on se rend compte qu'on a à peu près les mêmes valeurs d'efficacité en fonction des vitesses de vent, et aussi avec en comparant ces résultats avec des revues de la littérature spécialisée au niveau international, on a les mêmes valeurs, le même ordre d'efficacité pour notamment des études aux États-Unis, où on est sur des espèces différentes, des contextes différents, et pourtant on a des niveaux d'efficacité qui sont assez intéressants. Donc tout ça c'est plutôt positif. Et parmi les enseignements plutôt négatifs cette fois-ci, on a un premier enseignement qui est lié au fait que la question du dimensionnement de la régulation, c'est quelque chose qui est prédominant dans les discussions aujourd'hui entre les exploitants, l'administration, mais on se rend compte que l'efficacité de la mesure, elle n'est pas basée que sur le dimensionnement, mais aussi et surtout sur la mise en œuvre. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des dysfonctionnements de mise en œuvre de la régulation, des choses qui ne sont pas forcément volontaires de la part des exploitants. Les exploitants ne sont pas forcément d'ailleurs au courant en fait, de problèmes au niveau de la mise en œuvre de ces mesures de régulation. Donc c'est un peu sous-évalué, et voilà. Maintenant, il y a des moyens de vérifier l'efficacité de la mise en œuvre de la régulation. Donc c'est ce qu'on essaie de mettre en évidence ici. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi des problèmes plutôt sur la phase, de moins en moins de problèmes sur la phase de recueil de données, d'activité, de mortalité ou de traitement de ces données-là. Mais vraiment, le principal problème aujourd'hui, c'est plutôt de qu'est-ce qu'on fait de ces données-là et comment on interprète ces résultats pour en déduire qu'on a une mesure qui est efficace ou non efficace. Il y a toujours ce problème de définir un seuil d'impact résiduel significatif ou non significatif qui justifie ou pas une mesure corrective. Donc ça, c'est récurrent, et c'est lié principalement au fait qu'on a encore beaucoup de lacunes de connaissances sur les chauves-souris, et notamment l'état de conservation des populations. Tant qu'on ne connaît pas vraiment ces populations, l'état de conservation, on est incapable de savoir quel est le seuil à partir de quel 1 ou 2 mortalités parallèles par an, ça peut avoir un effet sur la tendance et la dynamique de la population, quoi. Donc OPREC, ça met en évidence un peu tous ces problèmes-là, et invite à des réflexions et des choix sociétaux sur des questions qui restent encore en suspens. Dans ce document, vous trouverez plusieurs recommandations et des grands principes à respecter pour tout le cadre du processus de régulation. Beaucoup de référentiels, pas mal de recommandations techniques aussi, et puis aussi principalement des méthodes une aide à essayer d'interpréter ces résultats pour aboutir à une conclusion sur l'efficacité ou pas de la mesure, et essayer de standardiser un petit peu les choses. Il ne s'agit pas de se substituer à ce besoin de réflexion au sein d'un espèce de groupe de travail national pour pouvoir définir ensemble des méthodes communes pour pouvoir avoir ces analyses, mais on propose au moins, on met sur la table des choses pour essayer de faire avancer le débat. Donc c'est un appel à concertation vers la société civile, l'État aussi en l'occurrence, pour lancer ce groupe de travail. Voilà, donc ce document est disponible sur le site de l'ADEME, et je suis disponible pour vos questions. Merci Yannick. Moi, ce que je retiens quand même de votre présentation, c'est que les suivis et les adaptations des mesures, en fait, sont vraiment là pour vraiment intégrer la biodiversité, la bonne prise en compte de la biodiversité. Et donc, on rejoint aussi ce que nous disait tout à l'heure Robin avec l'amélioration continue. On est dans cette même dynamique d'inscrire, en fait, pendant l'exploitation, des améliorations sur les mesures qu'on propose et de réajuster au contexte, finalement, et de trouver les bonnes solutions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation ?
Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question parce que là on parle des parcs éoliens. Qu'en est-il pour le photovoltaïque? Est-ce qu'on a des études? Est-ce qu'on a des données? Est-ce qu'on sait un petit peu si effectivement les parcs photovoltaïques posent certaines questions en termes d'impact sur les chauves-souris? J'imagine que ça dépend des espèces. Il y a des espèces qui sont forestières, d'autres qui ne le sont pas. Est-ce que la proximité d'un boisement, par exemple, ou de lisières à proximité d'un parc photovoltaïque, on dit aussi que les panneaux attirent certains invertébrés qui constituent le régime alimentaire des chiroptères. Est-ce que les clôtures sont aussi potentiellement dangereuses pour elles? Enfin voilà, beaucoup de questions sur le photovoltaïque et les chiroptères. Et est-ce qu'on a des clés là-dessus? Moi, je ne suis pas le mieux placé pour vous répondre, parce que évidemment, OPREC, c'était vraiment ciblé sur la mesure de régulation au niveau des éoliennes. Je pense qu'il y a effectivement des choses, c'est un sujet de débat qui est très actuel aujourd'hui, parce qu'il y a eu une conférence récemment en fait, sur justement les premiers retours d'expérience sur l'effet des parcs photovoltaïques sur les chauves-souris. Il y a tout ce que vous avez évoqué, ce sont des sujets. Je pense qu'on a beaucoup moins de retours d'expérience justement parce que c'est aussi un mode de production d'énergie qui est un peu plus nouveau et on a moins de retours d'expérience. Voilà, je ne peux pas vous répondre vraiment, mais effectivement, il y a tous ces aspects-là qui doivent être traités aussi de façon proportionnée, quoi. Pour compléter ce que dit Yannick, en fait, les suivis aussi écologiques des parcs, c'est aussi quelque chose qui est très important pour acquérir des retours justement de comment la biodiversité finalement se comporte avec un parc qui est existant. On a encore plein de points d'interrogation, plein de questionnements, et donc c'est aussi ces suivis-là qui vont nous permettre, comme les suivis qu'on met en place dans les parcs éoliens, qui vont nous permettre d'acquérir de la connaissance, d'améliorer nos conceptions, de faire de l'éco-conception et de trouver des solutions justement pour concilier les deux aspects, c'est-à-dire les énergies renouvelables et la biodiversité. Donc on n'a pas encore toutes les réponses, mais il y a plein de démarches qui vont dans ce sens. Et donc on a pied d'œuvre en fait sur ces aspects-là, autant les bureaux d'études que les développeurs, aussi que les instances en fait qui se posent aussi des questions, qui confrontent aussi des retours d'expérience sur des retours d'expérience aussi sur des installations qui sont à l'étranger. Donc voilà. Robin, si tu veux. Juste pour compléter, au niveau du PV, du photovoltaïque et des chiroptères, il y a un projet qui s'appelle PV Chiro qui est porté par le Muséum national d'histoire naturelle, la LPO, l'OFB, l'Office français de la biodiversité, et un opérateur photovoltaïque, je crois que c'est la CNR, donc qui ont fait une première étude et qui se sont posées toutes les questions que vous posiez là, qui n'ont pas encore répondu à tout, mais en tout cas ça avance, en tout cas ils s'intéressent, et leur publication, il y a un article qui était publié comme ça il y a quelques semaines, montrait qu'il y avait tous ces axes de travail là encore. Mais c'est des questions qu'on se pose et sur lesquelles il y a des travaux en cours. Il y a des publications aussi faites par l'OFB, l'UICN en fait sur ces sujets-là. Enfin, c'est vraiment des questions qui se posent et sur lesquelles on essaye de trouver des solutions en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le programme OPREC? Bonjour, merci. J'avais une question sur l'appréciation du risque de collision et de mortalité. Est-ce que l'appréciation de ce risque reprend la qualité trophique en compte, la qualité trophique d'un habitat, que ce soit sous les éoliennes ou dans un environnement proche? Je prends par exemple un exemple de zone humide à proximité d'éoliennes, que ce soit dans un environnement de 500 ou 1 km. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que du point de vue acoustique, il y a une différenciation entre l'activité des chauves-souris qui est intégrée? Je parle par exemple d'une activité de transit ou une activité de chasse, sachant que de souvenir dans la bibliographie que j'avais consultée, cette prise en compte avait été sur le Milan Royal, je crois, en termes de... Le risque de collision était atténué quand c'était un individu en migration par rapport à un individu en chasse. Donc du coup, est-ce qu'on a un peu cette corrélation qui est possible par rapport aux chauves-souris? Et est-ce que c'est intégré dans les modèles de prédiction de la mortalité? Alors, pour répondre sur la deuxième question, le parallèle avec les différents types de comportements des oiseaux, et donc est-ce qu'on peut avoir la même chose au niveau des chauves-souris, c'est pas aussi simple que ça. Enfin, en gros, au niveau des oiseaux, effectivement, on a notre capacité à différencier des comportements de vol de transit ou de vol de chasse, et donc des
niveaux de risque qui sont différents. Là, dans le cadre des suivis des éoliennes et des rapports avec les chauves-souris, c'est vraiment une mesure de l'activité. Et souvent, cette activité, la seule façon de différencier réellement un comportement, c'est simplement en analysant une intensité d'activité, en analysant aussi des types de sons, des buzz de chasse ou des cris sociaux ou des vols. Enfin, en fait, les chauves-souris utilisent une diversité de panels de signaux sonores en fonction de leur environnement aussi. Donc on peut avoir des notions un petit peu de type de comportement, mais ce n'est pas aussi fin que pour les oiseaux. Par contre, quand on va faire une analyse sur une année complète, on peut voir sur une chronologie d'activité réellement des périodes de passage, des pics d'activité, des choses qui sont liées peut-être à des activités migratoires. Et donc on peut différencier effectivement dans nos mesures, en supposant et en interprétant un petit peu ces données-là, que sur certaines périodes, il y en a peut-être plus de risques, et du coup on peut adapter des mesures de régulation pour ça, quoi. Pour la première question, je ne me rappelle plus trop ce que c'était sur le... Ah oui, est-ce qu'on peut prendre en compte les notions de richesse d'habitat et de proie notamment? Là aussi c'est pareil, c'est quand même assez fin. On n'aura pas ces notions-là de façon très très fine. Encore une fois, on connaît peu de choses sur les chauves-souris et sur leur comportement. Par contre, là, pour le coup, sur l'activité acoustique, on peut prendre en compte des notions de chasse. On sait quand les chauves-souris chassent parce qu'ils ont vraiment utilisent l'écolocation avec un rythme qui accélère quand ça s'approche de la proie. Donc ça, on peut le différencier. Effectivement, ça peut permettre d'adapter aux besoins la mesure de régulation, quoi. Ok, merci. On va passer en fait à une présentation sur la compensation en fait qui va être faite par Jean-Christophe. Et moi, ma question par rapport à cette présentation, comme elle est ciblée sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est pourquoi avoir choisi en fait ce territoire-là pour nous faire part de votre retour d'expérience. Merci Delphine, bonjour à toutes et à tous. Alors l'objectif de la présentation, c'est effectivement de présenter le retour d'expérience d'un opérateur de compensation environnementale, ce qu'est CDC Biodiversité. Donc on accompagne des porteurs de projets d'énergie renouvelable dans la mise en œuvre de leurs mesures compensatoires. Et là, l'idée, c'était de faire un focus effectivement sur la Nouvelle-Aquitaine et notamment le triangle landais qui s'étale sur la Gironde et les Landes, puisqu'on a des problématiques, on a une forte concentration de projets énergie renouvelable sur ce territoire. C'est un territoire sur lequel on travaille depuis longtemps et on accompagne des porteurs de projets. Et ça illustre assez bien la problématique de ce qu'est la mesure compensatoire. Alors pourquoi on parle de compensation en phase d'exploitation? C'est que je rappelle qu'on est dans l'objectif d'absence de perte nette et que la mesure compensatoire doit être effective au moment de la mise en œuvre du démarrage du projet. Donc je rappelle toujours cette précision réglementaire. Voilà. Donc revenons sur le territoire landais où effectivement on accompagne aujourd'hui une quinzaine de projets, alors notamment du photovoltaïque, et avec un projet également flottant. Donc on pourra en parler aussi parce qu'on voit émerger ces projets avec des mesures compensatoires du coup d'un nouveau type, puisqu'il faut trouver des plans d'eau équivalents qu'on va aménager pour faire venir la biodiversité. Voilà. Donc aujourd'hui une quinzaine de projets. Et comme vous pouvez le voir, en fait, ça mobilise énormément de foncier, puisque pour les mesures compensatoires, aujourd'hui, on est en train de travailler sur 1700, quasiment 2000 hectares de foncier pour mettre en place des mesures compensatoires. Donc une vraie problématique. Et l'objectif de cette présentation, c'est aussi de faire passer des messages, s'il y a des opérateurs ENR dans la salle et des collectivités, c'est bien évidemment d'anticiper toutes ces problématiques de compensation qui arrivent quand on veut concilier développement économique et l'absence de perte nette de biodiversité. C'est de voir comment on anticipe tout ça au niveau de la planification écologique, au niveau des projets, parce que c'est très long et c'est très compliqué, et j'y reviendrai par la suite. Voilà. Donc aujourd'hui, on a 3 projets pour lesquels les mesures compensatoires sont mises en œuvre, et on travaille sur 125 hectares. Alors la problématique du triangle landais, elle est assez simple en fait, c'est que on a, donc vous connaissez la forêt landaise, du pin maritime, qui a été notamment dévasté par des tempêtes dans fin des années 90 et au milieu des années 2000, et puis donc qui a laissé des parcelles en fait sans arbres, sur lesquels les milieux d'origine des Landes, en fait des Landes à Moligny, se sont reconstitués. Et donc avec des cortèges d'espèces associées, notamment le papillon fadet des Lèches, qui est un petit papillon qui va se reproduire sur la Moligny, et puis la fauvette pitchouk, qui est un oiseau de milieu plutôt ouvert. Voilà. Donc en fait, ces espèces réapparaissent, et quand on vient mettre un projet
panneaux photovoltaïques sur ce terrain, et ben, il va falloir compenser ces habitats d'espèces qu'on ne trouve plus en fait, puisque partout c'est de la forêt. Donc en fait on est face à une problématique un peu difficile de dire il va falloir défricher de la forêt pour pouvoir reconstituer ces habitats de landes qui se sont reconstitués via des événements climatiques un peu particuliers. Et donc en fait aujourd'hui, donc on est face à cette situation. Donc on arrive à trouver bien évidemment des solutions. Donc il faut trouver des propriétaires qui sont prêts à mettre à disposition leur terrain, et donc avec lesquels on va soit leur acheter leur parcelle. Est-ce que vous m'entendez là, oui. Ouais. Soit acheter leur parcelle, soit passer des conventions et maintenant des obligations réelles environnementales, et qui vont nous assurer qu'on a la maîtrise d'usage du terrain pendant les 30 voire 50 ans maintenant d'années que dure la mesure compensatoire. Et sur ces terrains, qu'est-ce qu'on va y faire? L'idée c'est de reconstituer des landes. Donc on va enlever des arbres en fait. Donc soit on a l'autorisation du propriétaire, mais c'est très difficile d'obtenir une autorisation de défrichement, c'est-à-dire de changer la vocation forestière de la parcelle. Et on est vraiment face à des difficultés réelles par rapport à ça. Soit on va essayer d'éclaircir un peu la forêt en enlevant quelques arbres pour faire passer le soleil et pouvoir faire émerger les espèces typiques des Landes. Voilà. Et puis après, donc, on va assurer des travaux d'entretien, donc venir régulièrement broyer pour éviter que les arbustes et les arbres ne reprennent vie sur le terrain. Et puis, comme il a été dit, donc on va assurer le suivi écologique, l'entretien sur la durée de l'obligation, donc 30 ans, 50 ans. On commence à voir maintenant des arrêtés qui sortent à 99 ans, voilà, donc jusqu'où s'arrêtera-t-on? Ça devient très 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 long, parce qu'en fait l'impact, la mesure compensatoire doit durer autant de temps que dure l'impact. Et puis donc on assure le reporting sur toute la durée pour montrer qu'effectivement la mesure est efficace. Voilà, donc on est sur des approches, voilà, de contrats de gestion de 50 ans. Donc on fait un plan de gestion qu'on va renouveler régulièrement tous les 5 ans pour montrer que la mesure est efficace. Et puis donc, on est vraiment dans une problématique où il y a nécessité de travailler avec les acteurs du territoire, parce qu'on est face à la filière forestière qui tient quand même ce territoire des forêts landaises. Donc il faut arriver à négocier, discuter et concerter pour qu'il y ait un vrai projet de territoire qui émerge et que la mesure compensatoire soit comprise et acceptée. Donc un sujet de concertation locale. Alors, vous aurez, je crois que les PowerPoint seront à disposition. Vous pourrez regarder, on a des petites vidéos qui illustrent. Malheureusement, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails là, pour vous montrer un peu concrètement ce que ça veut dire. Il y a quelques photos, je ne sais pas si elles sont très, très visibles, mais voilà, pour expliquer un peu le genre d'intervention qu'on va faire, donc des travaux de restauration initiaux. Donc on coupe les arbres, on arrache les souches si on fait un défrichement, ou on vient éclaircir le peuplement. Et puis après, dessous, des travaux d'entretien où on vient régulièrement broyer pour maintenir, avec une barre de coupe relativement haute, pour maintenir la Molinie et maintenir ce milieu de landes originelles. Et puis ensuite, grosse opération qu'on fait aussi, c'est qu'en fait, au départ, cette forêt landaise, c'était un marais qui était utilisé notamment pour le pâturage à moutons. Donc l'idée, c'est aussi de boucher tous les fossés de drainage pour faire revenir de l'eau, remettre en eau, parce qu'en fait la Molinie c'est une espèce qui a besoin d'eau, et remettre en eau en fait les terrains au maximum en restant quand même compatible avec l'exploitation des forêts qui sont sur les parcelles voisines. Voilà. Donc on fait une problématique zone humide, de restauration de fonctionnalités hydrauliques sur un territoire qui subit aussi la sécheresse. Donc il y a aussi un enjeu eau, et les mesures compensatoires peuvent aussi être un outil qui permet d'aller vers une meilleure résilience de ce territoire. Et puis, donc, bien évidemment, le suivi, mais ça a été abordé, je ne reviens pas, donc avec des écologues qui vont aller faire des relevés selon des protocoles de suivi, notamment des oiseaux, des papillons. Donc on va, pour les fader des lèches, faire des transects avec des épuisettes, on va aller compter, ramasser les papillons pour savoir si effectivement l'espèce revient, se maintient et voire se développe sur ces terrains de compensation. Voilà, donc pour en revenir au message... J'ai un reflet dans je ne vois pas mes diapositives, je suis désolé, je vais prendre mes notes. Pour en revenir un peu sur les conclusions de cette présentation, donc vous voyez que c'est des besoins de compensation qui sont assez importants, puisqu'en moyenne par projet, maintenant on est sur un besoin de compensation d'environ 100 hectares, ce qui est énorme quand on voit le nombre de projets qui arrivent sur ce territoire.
et qu'en fait on est toujours à intervenir en pompier, c'est-à-dire qu'on vient nous chercher au dernier moment et on n'a pas cette capacité d'anticiper, de construire avec les collectivités, avec les acteurs du territoire, des projets de compensation qui auront du sens. Et puis donc on voit que, vous le savez tous, hein, si les bureaux d'études prennent dans la salle, que c'est des processus qui sont longs. L'instruction des dossiers, on est sur 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans pour monter les projets de compensation, etc. avec des recours généralement. Donc en fait, c'est des processus très longs, donc très compliqués, donc il faut absolument anticiper et intégrer dans un processus dynamique. Et puis voilà, donc une problématique aujourd'hui, c'est qu'on nous demande de défricher des terrains pour compenser ces milieux d'handicol, et qu'en fait on se heurte à l'opposition un peu des propriétaires et des acteurs locaux qui veulent continuer à faire de la forêt. Donc voilà, un conflit d'usage un peu qui commence à poser des problèmes, parce qu'on de plus en plus de projets se mettent en place. Et donc pour conclure sur la nécessité d'anticiper, en fait aujourd'hui tout le monde se rend compte, les services de l'État, les acteurs locaux, qu'en fait il y a nécessité à anticiper et aller plutôt vers une offre de compensation et de faire de l'offre par anticipation pour que les aménageurs qui ont bien évidemment appliqué la séquence éviter-réduire avant, hein, on est compensation, c'est vraiment la dernière étape de cette séquence, mais puissent avoir une solution un peu clé en main, pertinente, qui soit au service du territoire, et notamment, si vous avez vu la loi Industrie verte qui a été publiée fin du mois d'octobre, qui crée les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, qui peuvent être des outils pertinents pour anticiper et accompagner les projets de développement des ENR sur les territoires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Effectivement, là, un mot qui revient, effectivement, qui doit rimer avec compensation, c'est anticipation. Comme vous l'expliquiez, cet aspect-là doit vraiment être pris en amont des projets et réfléchir à une échelle plus globale, territoriale, pour vraiment trouver des solutions à ce développement des énergies renouvelables. Est-ce qu'il y a des questions justement sur l'aspect compensation ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, par rapport à ce que vous disiez sur l'objectif étant de recréer des zones ouvertes, donc qui va impliquer donc un défrichement, c'est vrai que les discours qu'on peut avoir, nous, en tant que développeurs, notamment aux élus, c'est qu'on cherche justement des terrains qui ne sont pas boisés pour justement éviter tout défrichement. Et c'est vrai que pour les cas où on était amené à faire de la compensation et où le bureau d'études nous propose en fait de chercher des terrains boisés pour ensuite les défricher. Du coup, ça va un petit peu à l'inverse des propos en fait qu'on avait tenus auprès des élus. Et c'est vrai que ça peut créer un peu de confusion dans nos objectifs. Oui, tout à fait, mais c'est une vraie difficulté. Et si on ne va pas sur des terrains boisés, on va sur des terrains agricoles, et ce qui n'est pas forcément accepté non plus. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a un vrai conflit d'usage entre les aménagements, les projets de ENR, puis la compensation écologique. Donc tout ça doit s'anticiper, en fait, doit se discuter à l'échelle du territoire avec tous les acteurs pour dire, voilà, on dédie des espaces à la renaturation, à du milieu naturel, et puis d'autres à l'aménagement. Mais tout ça doit se faire, enfin, il faut qu'il y ait un consensus local, sinon on voit bien qu'aujourd'hui, clairement, dans les Landes, on arrive dans une impasse, hein, ça devient très très compliqué, ça se tend. En plus, les propriétaires commencent à faire monter les enchères sur le prix des terrains de compensation. Donc voilà, tout ça n'est pas sain et tout ça n'est pertinent pour personne en fait. Donc on est bien d'accord qu'aujourd'hui, c'est un sujet, vraiment un sujet prégnant notamment sur ce territoire et d'autres. Hein. J'ai pris la Nouvelle-Aquitaine, mais on pourrait parler de l'Occitanie avec des terrains agricoles et on aurait les mêmes sujets. Merci pour la réponse. Du coup, est-ce que ce genre de mesures de compensation sont systématiquement associées à des bilans carbone pour évaluer en fait la perte en carbone liée au déficit? Alors il n'y a pas de, c'est deux sujets totalement différenciés aujourd'hui dans la réglementation. Donc on n'aborde pas, on fait pas de bilan carbone. Alors on pourrait effectivement, c'est peut-être un sujet. Sachant que quand j'ai parlé des SNCRR tout à l'heure, hein, donc ces nouveaux outils qui vont aussi permettre de faire de la compensation carbone.
Donc on voit bien qu'on est en train de lier les deux sujets, hein, biodiversité, climat, qu'on n'aurait jamais dû dissocier, enfin en tout cas on ne devrait pas dissocier. Donc peut-être que demain l'approche carbone sera intégrée dans les mesures compensatoires, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, clairement. Juste une question, est-ce qu'on est sûr que le Fadet des Lèches et la fauvette Pichou sont vraiment impactés finalement par les parcs photovoltaïques, où on sait que certains parcs photovoltaïques peuvent constituer des zones de refuge et permettent justement de maintenir des milieux ouverts. Et donc à ce titre, finalement, est-ce que la compensation qui est demandée, déjà on a, j'imagine, peu d'études et donc finalement on ne sait pas tellement, mais on nous demande quand même de compenser, alors que finalement, peut-être que tout simplement ce parc photovoltaïque est déjà une mesure de maintien de ces milieux-là et potentiellement des espèces qui vont avec. Alors, tout à fait, c'est une bonne question. Alors ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'en fait on n'a pas de retour d'expérience puisque les parcs photovoltaïques sont assez récents et il y a des suivis qui sont justement mis en place pour voir si le maintien de ces espèces est compatible avec l'exploitation de parcs photovoltaïques. Donc peut-être qu'on aura d'ici quelques années des retours qui montreront qu'effectivement l'impact est relativement limité et que la ferme photovoltaïque peut être un site d'accueil de fauvettes Pichou et favettes des Lèches. Aujourd'hui, on ne sait pas. Par contre, c'est des espèces qui ont bien été impactées puisqu'on est venu s'installer sur des milieux landicoles sur lesquels les espèces étaient présentes. Mais effectivement, ça fait partie des sujets où aujourd'hui on n'a pas encore de connaissances et pas assez de retour d'expérience pour être affirmatif. En tout cas, c'est suivi de près, notamment par les syndicats ENR qui ont lancé des études sur ce sujet-là. Merci. Peut-être un petit retour d'expérience du coup sur le milieu landais. Oui, il y a du Fadet des Lèches à l'intérieur des centrales photovoltaïques. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il se reproduit à l'intérieur des centrales photovoltaïques ou pas? Donc ça, c'est une première question. Je pense que les résultats des suivis à moyen terme et long terme vont pouvoir infirmer ou confirmer la reproduction de l'espèce au sein des centrales. Sur la fauvette Pichou, je suis un peu plus dubitatif dans le sens où c'est vraiment une espèce de milieu landeux. Donc en général, dès que la lande se développe, c'est un peu incompatible avec la production d'énergie renouvelable parce que ça va concurrencer le milieu. Mais bon, on peut aménager aussi au sein de la centrale des zones qui sont à éviter et sur lesquelles la fauvette Pichou peut se maintenir assez facilement. Sachant que je crois en termes d'écologie, c'est des petits territoires, hein, c'est à peu près de l'ordre de 5000 m² et 1 hectare. Donc l'espèce peut se maintenir sur des petits territoires. Là, on parle de projets photovoltaïques qui font des fois des emprises de 100 hectares. Donc au sein de l'aménagement, on peut arriver à isoler, à sécuriser quelques secteurs favorables à la fauvette Pichou. Mais les suivis, en tout cas, à ce sujet évoluent énormément. Moi, de souvenir, c'est vrai que, peut-être juste 5 minutes, un retour d'expérience sur un suivi en contexte landais. Pinette d'exploitation, donc un peu un désert biologique, hein, pour ceux qui connaissent ceux qui sont naturalistes et qui connaissent le contexte du plateau landais. Pas grand-chose sous les pins en termes de sylviculture. Projet qui se met en place, phase d'exploitation, première année de suivi. On a Pipite rousseline, pour ceux qui connaissent, c'est un oiseau de l'annexe 1 de la directive oiseaux, donc quand même pas mal. Alouette lulu qui revient, enfin énormément d'espèces, Fadet des Lèches qui revient. Donc oui, en effet, potentiellement, il peut y avoir un bénéfice, un gain écologique lié à la centrale photovoltaïque dans un certain contexte. On était préalablement sur une pinette d'exploitation intensive, donc là, potentiellement, sur les espèces de milieu ouvert, il y a eu un bénéfice lié à la centrale photovoltaïque. Merci pour ce partage d'expérience, toujours enrichissant. Je vous propose maintenant qu'on évoque en fait la télécommande, je ne sais pas si vous avez pu la récupérer, voilà. Qu'on évoque maintenant avec WPD et l'association Noé, en fait, un retour sur leur initiative qui est très intéressante. Bonjour à tous. Merci Delphine pour cette invitation. Nous, on ne va pas parler de mesures de compensation, mais plutôt de mesures d'accompagnement. Donc notre partenariat vise vraiment à aller au-delà en fait, de la réglementation et du protocole ERC. Et donc le but, c'est vraiment de pouvoir implanter donc, des jachères fleuries au sein de nos parcs photovoltaïques et éoliens
pour vraiment avoir une plus-value écologique en phase d'exploitation et faire revenir et développer les pollinisateurs sauvages au sein de nos sites. L'idée aussi, c'est de pouvoir confronter l'efficacité de nos mesures avec la réalité du vivant et pouvoir par la suite adapter en fait nos projets et nos mesures en phase d'exploitation, en phase conception, pour pouvoir vraiment développer les pollinisateurs qui sont à la base de la chaîne trophique au sein de nos parcs. Donc WPD et l'association Noé, donc nous on a vraiment à cœur de développer et d'avoir la thématique environnement au sein vraiment de nos projets. Donc Chloé et moi on représente aujourd'hui le service environnement, donc on est une quinzaine à peu près dans l'équipe, donc ça représente environ 10% voilà, de l'effectif WPD. Et notre rôle aujourd'hui, c'est de lever un petit peu les risques écologiques vraiment aux prémices des projets pour justement avoir cette plus-value écologique en phase d'exploitation. Et on avait vraiment à cœur WPD de étudier ce sujet-là, qui est les pollinisateurs sauvages au sein des énergies renouvelables, qui est un sujet assez novateur où il n'y a pas forcément trop de retours d'expérience et de données. Et du coup, pour préserver les pollinisateurs, rien de tel que de les étudier aussi avant tout pour pouvoir mieux les préserver au sein des sites. Et donc concrètement, à quoi sert ce partenariat-là? Donc tout d'abord à améliorer les niveaux de connaissance de nos projets, que ce soit éolien et photovoltaïque, pour mieux appréhender en fait les effets et les pratiques qui sont mis en place en phase d'exploitation. Donc quand on parle d'effets, on parle surtout d'effets d'ombrage, donc d'effets des structures photovoltaïques sur les communautés floristiques et donc sur les pollinisateurs sauvages, mais aussi donc les pratiques en phase d'exploitation, donc typiquement les modes de gestion, donc avoir une adaptation de ces modes de gestion, une amélioration de ces modes de gestion, justement pour avoir cette plus-value écologique par la suite. Et l'idée aussi, c'était de s'allier donc à une association experte et reconnue, donc vraiment pour valoriser cette démarche environnementale et de nous aider aussi à concrétiser un petit peu les mesures en phase d'exploitation avec l'implantation du coup de ces jachères fleuries. Tout à fait. Et du coup, du côté de Noé, on a au sein de notre association pour ambition de restaurer 20% des écosystèmes dégradés et de stopper la perte de biodiversité. Donc ça passe, nous on pense que ça passe forcément en allant mettre des mesures dans tout type de milieux aménagés et productifs également. Ici, ce qui est intéressant, comme disait Fanny aussi, c'est qu'on est au-delà de mesures réglementaires. Donc, c'est une initiative qui nous semblait assez intéressante. Ça nous permet aussi d'aller sensibiliser de nouveaux acteurs aux enjeux ici des pollinisateurs sauvages, mais de la biodiversité en général. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, la crise climatique, elle a été souvent et elle est toujours dissociée de la crise biodiversité. Et en fait, c'est des choses qui sont intéressantes et qu'il faut traiter ensemble en fait, pour améliorer les choses. Du coup, la naissance du partenariat entre notre entreprise WPD et l'association Noé, finalement, illustre des valeurs et des motivations qui sont communes et qu'on peut résumer en 3 points qu'on vous a mis sur le diapo. Tout d'abord, en fait, on souhaite participer activement à l'acquisition de connaissances de terrain sur l'évolution des communautés de pollinisateurs sauvages, qui est globalement essentielle à la communauté scientifique, et pour pouvoir les mettre à disposition de ces naturalistes, de ces experts. L'objectif à travers ce partenariat, c'est finalement aussi de susciter l'intérêt des naturalistes, des scientifiques, de collaborer, de travailler avec des porteurs de projets d'énergie renouvelable qui sont sensibles à cet enjeu de préservation, parce que surtout on a une certaine capacité d'action sur le terrain. Ce qui m'amène au deuxième point, qui est une volonté partagée de participer d'agir concrètement pour la préservation de ces espèces menacées. Certes, on parle des pollinisateurs sauvages, mais effectivement, c'est plus globalement à la biodiversité, en restaurant des milieux favorables aux abords ou au sein de nos projets d'énergie renouvelable, notamment par la restauration de milieux prairiaux. En général, on se situe plutôt en grande culture.
Et enfin, un dernier point de nos valeurs communes, c'est pouvoir se servir de ce partenariat pour sensibiliser les parties prenantes de nos projets. Et on pense notamment aux agriculteurs, aux élus, aux riverains, et pourquoi pas aller susciter de l'intérêt chez nos confrères des autres entreprises du développement des énergies renouvelables. Concrètement, quelles sont les actions que vous mettez en œuvre de manière concrète à travers ce partenariat ? Noé a un programme historique qui s'appelle le programme Prairie de Noé, donc vraiment axé sur ce milieu particulièrement et les pollinisateurs sauvages qui y sont affiliés. Donc on parle des abeilles sauvages, des lépidoptères, donc papillons de jour et de nuit, des coléoptères ou des diptères, donc des types de familles des mouches. Et donc on va accompagner différents partenaires dans la restauration d'espaces favorables pour ces espèces-là, en instaurant donc, des zones refuges qui vont apporter de la ressource alimentaire et des sites de nidification. Donc c'est ce qu'on fait ici dans ce partenariat avec d'un côté les projets éoliens où on va venir implanter des jachères sur des espaces qui étaient plutôt en monoculture intensive. Donc on met en place des jachères tournantes et puis ensuite sur le côté photovoltaïque on va réfléchir en amont de la conception des projets à des mesures qu'on peut mettre en place, que ce soit des mélanges à mettre sous panneaux qui pourraient permettre une diversité de flore à se développer sous ces panneaux, et puis des mesures aussi autour du parc pour ces pollinisateurs. Donc pour ça, on va avoir plusieurs moyens de le faire. On peut utiliser des mélanges qui vont être conçus et adaptés aux conditions de l'espace restauré. On va privilégier donc des mélanges avec une certaine diversité floristique, qui vont avoir aussi un temps de floraison étalé sur toute la saison. Qui vont être d'origine des espèces locales qui sont produites en local également. Et après, on va avoir aussi toutes les questions plus spécifiques, par exemple chez certains agriculteurs qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas mettre une espèce en particulier, donc essayer de retravailler le mélange pour qu'il soit bien adapté. Et ensuite, on va avoir dans ce partenariat de la mise en place de suivi, donc avec des inventaires qui sont faits justement pour venir un peu tester ces mesures et puis ensuite peut-être adapter ces mélanges qu'on pourrait mettre par la suite à une espèce en particulier qui aurait été observée et qui serait intéressante de conserver. Et une fois qu'on a instauré ces mélanges, on a toute une partie aussi sur la gestion qui est importante pour pouvoir pérenniser ces mesures, donc avec des gestions plutôt extensives à adapter aussi selon les sites. Alors comme on a la chance de pouvoir travailler au déploiement des deux énergies, solaire et éolienne, on travaille de façon très scientifique. On s'est posé une question scientifique par énergie. Je vais commencer par l'éolien. En fait, on se pose tout simplement la question de l'efficacité des jachères. Donc ici, qui est l'illustration des mesures agro-environnementales qu'on peut mettre en place aux abords de nos parcs éoliens. Il y en a d'autres, évidemment. Et c'est de pouvoir répondre, identifier la plus-value écologique de ces mesures. Donc, on va se questionner sur la taille de la parcelle, sur le mélange que l'on a semé, sur le contexte écologique local et qui peut influencer du coup les communautés de pollinisateurs sauvages au sein même de la parcelle identifiée. En fait, tout simplement, l'objectif, c'est de pouvoir savoir si c'est une bonne solution, cette mise en place de jachères, et donc d'identifier les bonnes pratiques de mise en place et de gestion pour systématiser en fait, cette réflexion à l'échelle de tous nos projets éoliens. Et au-delà de la plus-value et de l'efficacité des jachères, nous, côté photovoltaïque, on tend à mesurer en fait, l'effet des structures photovoltaïques sur les communautés de pollinisateurs. Donc aujourd'hui, on sait pas trop, on n'a pas trop de données scientifiques, en tout cas sur l'effet de l'ombrage en fait, sur
les cortèges floristiques et donc sur les pollinisateurs sauvages. Il faut savoir aujourd'hui qu'aucune étude scientifique n'a été publiée au niveau français et au niveau international donc sur l'effet en fait des structures photovoltaïques sur les pollinisateurs sauvages. Donc nous, l'idée de ce partenariat, c'est d'apporter de la connaissance pour par la suite mieux les préserver. Et donc pour répondre à ces deux problématiques, 4 premiers sites ont été mis dans le portefeuille pour l'année 2023. 2 projets photovoltaïques et 2 projets éoliens. Donc l'idée de ces 4 sites, en fait, c'était de concrétiser assez rapidement les suivis, puisqu'on a un partenariat aujourd'hui qui se fait sur 3 ans, qu'on souhaite bien entendu prolonger. Mais l'idée de ces projets-là, en fait, c'était d'avoir côté éolien des projets déjà en exploitation, où on a déjà des mesures agro-environnementales mises en place. Et côté solaire, c'était d'avoir des projets soit autorisés ou soit en phase d'instruction, pour avoir des suivis assez rapidement, et des résultats assez rapidement. Côté solaire, on a eu 2 axes d'analyse dans le choix de nos sites. La première analyse, ça a été de choisir des sites, bien entendu, pauvres en biodiversité, pour montrer voilà, la plus-value de la jachère fleurie au sein de nos parcs. Donc on a un premier projet photovoltaïque en Charente-Maritime, donc on se situe sur un terrain dégradé, une ancienne carrière où on a pas mal d'espèces exotiques envahissantes qui ont été inventoriées. On a aussi un site de dépôt sauvage qui a été observé sur ce site-là. Et on a donc une biodiversité qui reste assez pauvre au niveau de cette ancienne carrière. Un autre projet dans l'Aisne, donc là on se situe sur un projet en zone culture conventionnelle et en zone de jachère. La zone de jachère, on a des semences qui ont été implantées par le propriétaire, qui ne sont pas optimum en fait, au développement de certains pollinisateurs sauvages. Donc, et des modes de gestion aussi qui ne sont pas adaptés en fait, à la floraison des cortèges floristiques et donc au développement de ces pollinisateurs sauvages. Donc voilà, l'idée aussi c'était de montrer cette plus-value et d'avoir aussi des semences qui pouvaient être mieux adaptées en fait, en phase d'exploitation quand notre centrale sera mise en place. Le deuxième axe, c'était aussi d'avoir des typologies de projets différents pour pouvoir en fait comparer les résultats, donc les suivis. Ici, on a donc un projet agrivoltaïque, donc dans l'Aisne, où en fait on va et un projet photovoltaïque, donc classique au sol en Charente-Maritime. Et l'idée, donc oui, c'est de comparer ces résultats via donc des caractéristiques différentes, donc des caractéristiques techniques avec des interrangés différents, des hauteurs de bas de panneaux aussi différents. Des aussi modes de gestion qui peuvent être différentes entre les 2 projets. Donc typiquement sur le projet agrivoltaïque dans l'Aisne, on est sur du pâturage tournant par exemple. Et aussi des mesures environnementales spécifiques pour chaque projet. Donc je pense par exemple à l'implantation de haies bocagères sur un de nos sites ou l'évitement de certains milieux qui seront pris en compte donc, dans ces résultats et dans la comparaison de ces résultats entre ces 2 sites. Côté éolien, on a fait le choix donc, de travailler sur des projets en exploitation, tout simplement pour pouvoir mener des suivis déjà concrets dès la première année de notre partenariat. Des projets qui donc accueillent des mesures d'accompagnement, notamment pour l'avifaune de plaine, donc un projet en Vendée et un projet dans l'Aisne. Et qui donc propose à des agriculteurs partenaires d'allonger en fait leur rotation culturale en général assez classique en céréales par des jachères qui sont tournantes. On a plusieurs îlots de jachères et qui vont donc être mis en place tout le long de la durée de l'exploitation des parcs éoliens. En Vendée, on a donc une jachère de 4 hectares qui a été semée l'année dernière et qui donc se situe dans un environnement finalement pas si défavorable à la biodiversité, dans le sens où elle est proche d'un méandre de la Vendée, alors qu'on est dans un tout autre faciès dans l'Aisne, où on est vraiment dans une matrice d'agriculture intensive assez marquée, avec des îlots de jachères déjà un petit peu plus petits, d'ailleurs plus difficiles à trouver avec les agriculteurs partenaires. Donc on va pouvoir, à travers ce suivi, voir les différences, en fait, faire les comparaisons entre les sites.
Donc, pour faire ce suivi, on a mis au point un protocole donc, qui est un peu basé sur le système BACID, donc le Before After Control Impact. Donc, on fait des mesures d'inventaire avant et après la mise en place des mesures et puis des panneaux dans le cas des parcs photovoltaïques. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir cet état initial, ensuite voir l'après pour pouvoir mieux adapter les mesures de façon locale, qu'elles soient plus efficaces. Pour l'éolien, il y a une petite particularité. On n'a pas l'état initial puisque les jachères étaient déjà en fait mises en place. Donc pour avoir cet état initial, on a choisi de trouver des parcelles qui avaient en fait la même typologie que les parcelles transformées en jachères pour pouvoir avoir ce point d'état initial. Et pour compléter, donc pour ce protocole-là, on a été suivi aussi par des spécialistes, donc David Genot, notamment entomologue sur ce projet-là, et 2 bureaux d'études, N6 et Ecosphère, qui mettent à disposition donc, des moyens humains, donc avec des spécialistes de la flore et des insectes. Et donc l'idée, c'était pour l'année 2023 de faire des suivis en fait par mois, donc d'avril à septembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc un suivi par mois donc pour chaque projet pour récolter du coup les données sur site. Et la spécificité du solaire, donc c'est comme a dit Olivia, de comparer un état initial à un état projeté. Mais pour répondre du coup à la deuxième problématique qui est l'effet des structures photovoltaïques, donc l'effet d'ombrage sur les pollinisateurs sauvages, en phase d'exploitation, en fait, on va avoir 4 zones qui vont être inventoriées, donc 4 zones distinctes. Donc sous panneau pour mesurer l'effet d'ombrage sur les pollinisateurs, en interrangée où on aura un ombrage qui sera du coup partiel, hors panneau où on aura et implantation de jachères fleuries, donc où on aura un ensoleillement qui sera total, et une zone témoin pour pouvoir comparer cet état initial à l'état projeté avec l'implantation de jachères fleuries. Donc la méthode utilisée pour ces inventaires, c'est la méthode des pan traps, donc avec les assiettes colorées qui sont donc peintes avec une peinture spéciale qui va refléter les UV de telle façon qu'elle va attirer les insectes qui seront capturés. Donc comme disait Fanny, les inventaires ont été faits par des bureaux d'études, donc Ecosphère et N6, et puis on a été accompagné par David Genot, qui est un expert en fait naturaliste de tout le groupe des hyménoptères. Donc c'est lui également qui ensuite identifie tous les spécimens. Donc on a en fait des groupes d'assiettes, à chaque fois 3 assiettes, une bleue, une blanche et une jaune, qui vont être placées sur nos sites d'études selon des caractéristiques du milieu, le type de flore, le paysage, voilà, sur ces parcelles. Et on a donc, comme disait Fanny, 6 relevés sur l'année. Donc c'était cette année 2023 la première année d'inventaire pour cet état initial. Donc on va continuer de déployer des inventaires sur 2024 avec de nouveaux sites intégrés. Et on est en cours là, de réception de tous les résultats de cette année. On observe déjà quelques espèces intéressantes qui vont nous permettre en fait d'adapter notamment les mélanges et les modes de gestion pour la suite. Et de un peu commencer en fait un peu de la conservation pour certaines espèces. Donc voilà, on continue les relevés pour avoir justement cette expérience, ces retours où parfois on manque un peu de données pour pouvoir aller plus loin dans des mesures pour la biodiversité. Et du coup, l'idée aussi, c'est de déployer ce partenariat donc à plus grande échelle sur d'autres projets donc éoliens et solaires. Pour justement, comme disait Olivia, multiplier un petit peu la donnée qui est un peu manquante sur ce sujet-là, et pour avoir, massifier la donnée pour avoir une étude un petit peu plus robuste à la fin de ce partenariat-là.
Effectivement, nous, notre objectif principal, c'est d'avoir une amélioration continue de nos projets pour systématiser ces bonnes pratiques, pour en fait avoir un gain net de biodiversité in fine sur tous nos projets. Bien sûr, le partenariat continue et on aimerait pouvoir approfondir les réflexions avec la communauté scientifique. Donc s'il y a des naturalistes ou des scientifiques dans la salle qui sont intéressés par le sujet, on serait ravis de pouvoir échanger avec vous après cette conférence. D'ailleurs, on était justement aux assises des insectes pollinisateurs à Besançon il y a quelques semaines et on a tous fait le constat qu'il y avait encore de nombreuses inconnues sur ce cortège, encore beaucoup de manque de connaissances. Donc on le redit, on est prêt à partager ces données-là pour surtout trouver des synergies entre la préservation de la nature et le déploiement des énergies renouvelables qui, pour nous, vont de pair. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation et effectivement, s'il y a des développeurs dans la salle qui sont intéressés aussi à mettre à dispo du foncier pour le projet des prairies de Noé, effectivement, comme le disait Fanny, il faut massifier la donnée pour avoir des retours d'expérience. Donc c'est pareil, voilà, c'est une bonne initiative, je pense, qui peut être intéressante aussi pour d'autres développeurs, d'autres entreprises aussi qui disposent de foncier, hein, parce qu'effectivement, Noé travaille également avec d'autres, pas seulement avec les développeurs, mais aussi avec d'autres entreprises qui vous mettent à disposition du foncier, qui sont aussi dans cette réflexion-là. Donc voilà, avis à ceux qui ont du foncier à mettre à disponibilité. Est-ce qu'il y a des questions sur cette initiative? Oui, merci beaucoup pour la présentation. Je m'interrogeais, donc cette mise en place des jachères, donc, qui a pour but de favoriser les pollinisateurs sauvages. J'imagine que ces pollinisateurs vont eux-mêmes attirer peut-être des oiseaux. Et la question, c'est du coup, est-ce qu'il y a des distances préconisées minimum entre la localisation de ces jachères et l'emplacement des machines? Est-ce que ça diffère selon les milieux, espèces qu'on... Voilà. Merci. Merci pour votre question. Effectivement, c'est des questions qu'on se pose. On se les posait évidemment avant d'intégrer cette dimension pollinisateur sauvage dans ces recherches. Effectivement, on n'est pas au pied des machines. C'est pour ça que quand on dit au sein de nos parcs, au sein des parcs photovoltaïques, mais c'est plutôt aux abords des projets éoliens. Moi, de ce que j'entends de travail avec les bureaux d'études, peut-être que Yannick pourra en parler, on nous préconise quand même plusieurs centaines de mètres d'écart. On parle de 200, 300, 500 mètres des éoliennes. Là, en l'occurrence, c'est le cas. On est presque à 1,5 km des éoliennes. Dans le sens où on choisit aussi de façon, on espère, intelligente le milieu en lui-même pour ensuite être converti en une prairie. Alors, soit une jachère, une prairie fleurie temporaire, voire permanente si on y arrive. Ce n'est pas toujours le cas avec les agriculteurs. Mais effectivement, on s'éloigne le plus possible parce qu'on pourrait avoir une sorte d'effet domino, d'attraction, notamment de la faune volante et notamment des oiseaux. Et en l'occurrence, ces jachères-là, initialement, sont prévues pour l'alimentation de la faune de plaine, notamment des busards, dans les 2 départements dans lesquels on travaille sur ces 2 premiers projets. Donc effectivement, l'idée, c'est pas de les amener à augmenter un potentiel risque de collision avec les machines. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Bonjour et merci pour cette présentation. Moi, je m'interrogeais sur la difficulté que vous avez pu rencontrer avec les agriculteurs ou même avec les chambres d'agriculture locales sur l'acceptabilité de remplacer une grande culture potentiellement intéressante d'un point de vue financier, voilà, agronomique, etc., par une jachère qui n'apportera du coup rien sur ce volet-là. Donc je voulais savoir l'acceptabilité, comment vous avez fait. Quelle astuce? Alors rien, je serais un peu plus nuancée s'il y a des agronomes dans la salle. Là, pour le coup, c'est un profil de mesure agro-environnementale qui s'insère dans un mode de gestion. On est quand même sur de l'agriculture intensive, donc venir intégrer dans la rotation 2, 3, là en l'occurrence on est plutôt sur 4 ans de jachère. Les mélanges ne sont pas toujours... ils ne sont pas toujours adaptés à une si longue rotation, donc justement on en profite pour voir si c'est le cas.
c'est plutôt bien accepté par les agriculteurs. En général, c'est pas forcément des gens qui sont, on va dire, extrêmement sensibles aux enjeux de préservation de la nature, mais qui sont quand même globalement dans des milieux semi-naturels tout le temps. Il y en a qui sont très déconnectés de la nature, mais d'autres qui se posent quand même des questions. Donc ils ont aussi envie de tester. Donc globalement, une bonne ouverture des agriculteurs avec lesquels on travaille. C'est des agriculteurs qui ne sont pas toujours partenaires du projet éolien, c'est-à-dire qui ont un intérêt économique aussi dans le projet. Donc ça, c'est quand même aussi important. Je ne sais pas si toi, Fanny, tu as des relations notamment avec la Chambre d'agriculture pour ces aspects-là. Nous, pas nous. Et c'est nous qui, en l'occurrence... je fais appel à monsieur de la CDC Biodiversité, on se débrouille tout seul sur ces aspects de compensation, accompagnement, mais effectivement, si c'est des réflexions qu'on voudrait mener sur tous nos parcs, on pourrait aussi faire appel à vos services, en tout cas, pour peut-être faire le lien avec ces services type chambre d'agriculture. Puisque j'ai le micro, je vais en profiter pour poser une question. Est-ce que vous avez décidé de tester en fait de l'éco-conception de vos parcs PV par rapport justement aux effets sur les pollinisateurs? Est-ce qu'il y a une phase un peu recherche éco-conception? Oui, tout à fait. Du coup, oui, on travaille avec David Genoux et l'association Noé sur ce partenariat-là. Et l'idée, oui, c'est d'avoir les bonnes pratiques et les bonnes mesures de gestion aussi par les experts spécialistes. Donc oui, l'idée, c'est aussi de pouvoir concevoir un design en prenant en compte justement la thématique pollinisateur, en se disant, ici, ce serait bien de pouvoir éviter certaines zones pour pouvoir implanter des jachères fleuries hors zone de panneaux, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on met en avant et qu'on essaye de faire dès la conception du projet. Après effectivement cette initiative originale, on va laisser Alice prendre la parole et qui va justement nous parler d'autres initiatives qui se font ailleurs et nous dire comment peut-être c'est transposable ou pas en France. Donc Alice, je vous laisse la main pour nous expliquer un peu tout ça et pourquoi vous avez travaillé aussi sur ce sujet-là. Alors merci Delphine, bonjour à tous. Finalement, le support de ma présentation aujourd'hui, c'est des travaux qu'on a réalisés ces 2 dernières années donc au niveau du cabinet PwC pour le compte de l'Office français de la biodiversité, l'OFB, en partenariat avec l'Institut de la transition environnementale de Sorbonne Université. Le concept de cette étude, c'était de se dire, en fait, pour une fois, on ne va pas partir des problématiques qu'on rencontre en termes de conciliation entre ENR et biodiversité. On va plutôt partir des bonnes pratiques qu'on observe à l'étranger, les recenser, les analyser et ensuite les soumettre à un panel d'acteurs nationaux en France pour pouvoir voir celles qui pourraient être transposées dans notre propre contexte. Alors vous allez le voir, les mesures que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas forcément des mesures qui vont être applicables à l'échelle d'un parc, comme mes confrères, consoeurs l'ont présenté à l'instant, mais plutôt des mesures ou des pratiques à l'échelle de la filière pour pouvoir mieux travailler ensemble, parce que vous l'avez vu aujourd'hui, il y a plein d'initiatives qui émergent partout, beaucoup de connaissances, beaucoup de manque de connaissances. Donc comment est-ce qu'on fait pour travailler tous ensemble à l'échelle de la filière pour pouvoir partager ces éléments? Alors juste quelques éléments sur ce travail du coup de benchmark. Une des originalités aussi de cette étude, c'est qu'on est allé regarder des actions, on va dire, d'ordre technique ou réglementaire, comme c'est assez classiquement le cas, mais aussi on allait regarder des mesures plutôt de type économique ou financier, c'est-à-dire comment mobiliser les acteurs économiques dans la conciliation entre énergie renouvelable et biodiversité. Donc ça nous a obligés à aller chercher d'autres types d'acteurs, voilà, de la finance, des banques, pour voir comment aussi tout cet écosystème pouvait participer à cet effort. Donc on a regardé un certain nombre de pays, Italie, Belgique, Pays-Bas, etc. Et puis on s'est concentré sur 3 filières, le photovoltaïque au sol, le photovoltaïque flottant, on en a dit un mot tout à l'heure, et puis l'éolien terrestre.
Du coup, le focus que je souhaitais faire aujourd'hui, c'était finalement 3 bonnes pratiques de filière. Le premier, ça va consister en la mise en œuvre de centres de ressources sur le sujet ENR et biodiversité. On est finalement assez mal couvert en France, on va en parler juste après. Un autre levier qui peut être aussi très utile à l'échelle de la filière et qui se développe beaucoup dans d'autres pays, c'est le sujet des labels. Donc encore une fois, derrière un label, il peut y avoir plein de choses différentes, mais ça peut être un outil très intéressant aussi pour mobiliser les acteurs, y compris les acteurs non experts, dans la décision de choisir, de soutenir des parcs vertueux sur les sujets biodiversité. Et puis enfin, le troisième exemple, ce sera celui du développement de protocoles de suivi standardisés sur une filière émergente, et on fera un focus plus particulièrement sur le solaire flottant. Alors les centres de ressources, de quoi on parle ? Donc, vous l'avez vu, c'est vraiment indispensable de partager la connaissance. En France, on a la chance d'avoir des événements comme celui-ci, comme cette conférence, d'avoir le travail aussi des syndicats et de France Renouvelable, incarné par Robin, qui permet de partager ces éléments. Mais on n'a pas de structure dédiée, énergie renouvelable et biodiversité, une espèce de guichet unique qui permettrait à tous les acteurs, que ce soit une collectivité, voilà, un élu de petite EPCI ou de petite commune qui se retrouve bien démuni quand il y a des projets de parc et qui se demandent à qui s'adresser, ou même les développeurs qui s'investissent sur de nouvelles filières. Voilà, il n'y a pas forcément de guichet unique. Si on regarde ce qui se passe en Allemagne, alors là, il y en a pléthore. On en a recensé au moins 3 qui interviennent à l'échelle nationale et qui ont une offre de services extrêmement structurée pour permettre aux développeurs, aux collectivités territoriales de répondre à ces problématiques de conciliation. Donc très concrètement, on va par exemple avoir une structure associative comme la Fachagentur Wind, qui a pour objet d'organiser de manière très régulière des conférences, des séminaires, de réaliser des études, de la synthèse aussi de publications scientifiques et du partage de retours d'expérience pour permettre justement à cette connaissance et à ces bonnes pratiques de circuler au sein de la filière. Un autre exemple très intéressant, c'est celui du KNE, où là, ils ont en plus de cette offre, on va dire, d'animation de filière, un système de mise à disposition de médiateurs territoriaux qui vont pouvoir être activés soit par des collectivités locales, soit par des développeurs, soit par, on va dire, la somme des deux, pour pouvoir intervenir un peu en mode prévention ou pompier en cas de conflit ou risque de conflit entre sujets énergie renouvelable et biodiversité sur un territoire et jouer finalement ce rôle à la fois de porteur de connaissances, voire d'arbitre. Et puis on a enfin une troisième structure qui est pour le coup une structure 100% publique dont l'objectif va être finalement de réinterpréter les études scientifiques en, on va dire, directives techniques qui vont ensuite pouvoir être assimilées rapidement, notamment par les services instructeurs de l'État pour autoriser les projets, pour pouvoir poser les directives et surtout pour pouvoir aussi aider les développeurs à anticiper finalement ces bonnes pratiques et les intégrer dans leurs projets. Donc encore une fois, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'équivalent en France, mais les choses sont en train de bouger. En train d'évoluer, ça, quand même. Absolument, vu que dans la dernière loi donc sur l'accélération des énergies renouvelables, donc il y a eu l'annonce d'un fameux observatoire qui allait être lancé, dont la vocation va être à la fois, on va dire, de collecter et surtout analyser toutes les données qui sont fournies par tous les développeurs exploitants de parcs. C'est de la donnée qui est extrêmement riche. Et derrière, surtout pouvoir traiter cette donnée, la réinterpréter en bonnes pratiques opérationnelles, concrètes, lisibles par tous, et surtout diffuser cette connaissance à tous les acteurs qui en ont besoin. Donc voilà, comme quoi parfois les expériences des voisins, ça peut aussi aider à avancer. Alors un autre sujet aussi intéressant qui fonctionne bien à l'étranger, c'est le sujet des labels. Alors derrière label, finalement il y a un petit peu 2 dimensions à regarder. C'est un petit peu comme les labels qu'on peut connaître sur les sujets alimentation. C'est en gros quels critères on met derrière les labels et pour quel usage. C'est-à-dire le label normalement il est censé nous aider à prendre des décisions. En tout cas, c'est aider certains acteurs à prendre des bonnes décisions d'investissement, de consommation ou autre.
Donc typiquement, si on regarde ce qui a émergé, donc le plus souvent, on voit que les labels énergie renouvelable et biodiversité, c'est d'abord des labels d'énergie verte. C'est d'abord des labels énergie renouvelable qui ont pris soin, dans leur cahier des charges, d'ajouter en plus des critères biodiversité. Donc c'est le cas par exemple de Ecoénergie en Finlande ou encore de Nature Made en Suisse. Donc typiquement, si on regarde un peu les cahiers charges de ces labels, ils vont avoir un certain nombre d'exigences qui vont être pas trop compliquées à instruire. Ça va être par exemple l'exclusion de certaines zones, de zones protégées, c'est-à-dire voilà, l'électricité produite par mon parc ne peut pas être labellisée éco-énergie si je suis en zone Natura 2000 par exemple. Ça va imposer aussi d'autres critères comme la mise en place d'un système de management environnemental, bon, quelque chose qui est assez classique maintenant aujourd'hui, ou encore l'abondement à un fonds de compensation. Mais bien sûr, la question, c'est qu'une fois qu'il y a ces labels, ils peuvent être utiles parce qu'ils peuvent aider, par exemple, une entreprise qui a pris des engagements RSE à se dire, bah, tiens, j'ai envie d'acheter de l'électricité verte, mais verte, doublement verte, parce qu'elle est labellisée voilà, énergie bas carbone, mais aussi énergie bas carbone compatible avec la biodiversité. Mais un label, il est efficace finalement si il est lisible et interprétable par tous les acteurs de la chaîne de décision et de tous les acteurs de la chaîne économique en particulier. Et c'est pour ça qu'il y a une déclaration qui a été assez intéressante du côté de l'AIB. Donc l'AIB, c'est l'Association européenne des certificateurs de garantie d'origine. Donc c'est les certificats qui permettent sur le marché de l'électricité de s'assurer que voilà, de l'électricité est véritablement verte produite par des énergies renouvelables. Donc l'AIB a recommandé d'adosser à ces certificats ces fameux labels. Donc ça permet aussi à des acheteurs de gros d'électricité de poser dans leurs critères d'achat des critères en matière de biodiversité. Donc voilà, c'est ce type d'outils qui peuvent se développer et qui permettent aussi à tous les acteurs de contribuer, pas seulement les développeurs sur le terrain, les naturalistes, les bureaux d'études, mais de responsabiliser finalement la société entière qui participe aussi à la chaîne de valeur. Et puis enfin, encore un autre outil qui peut être utile pour responsabiliser tous les acteurs, c'est voilà, si on prend, j'invente un acteur voilà, de la grande distribution, le sujet intégration de la biodiversité dans les parcs éoliens, c'est pas forcément son sujet, il va pas forcément être expert. Par contre, pour répondre aux exigences de ces investisseurs, il va vouloir avoir la certification, une certification RSE, par exemple B Corp ou LEED. Donc ce sont des certifications RSE qui sont extrêmement larges, avec un cahier des charges extrêmement large. Et du coup, s'il décortique le cahier des charges de ces certifications RSE, il va voir, ah tiens, il faut que j'ai une certification d'électricité verte. Donc par exemple, il va choisir la certification d'électricité verte EPA Green Power. Et en fait, s'il regarde ensuite dans le cahier des charges de cette certification électricité verte, il va se rendre compte que si l'électricité achetée est de l'électricité hydro, il va falloir que cette électricité soit elle-même certifiée par un certificat, on va dire, biodiversité, en l'occurrence le Low Impact Hydropower Institute. Donc finalement, quand on est sur un sujet, alors évidemment, là on est tous entre initiés, donc j'ai pas envie de dire que c'est un sujet de niche, le sujet énergie renouvelable et biodiversité, mais pour plein de secteurs, ça peut paraître comme un sujet de niche. C'est très important de pouvoir bien se mailler avec les autres référentiels RSE pour que tous les acteurs soient incités à jouer le jeu et surtout impliquer des acteurs non spécialistes dans ces actions. Et enfin, dernier exemple, qui est un petit peu différent. Là, pour le coup, l'idée, c'est pas forcément d'impliquer les investisseurs ou les acheteurs, mais on est sur un label qui est, on va dire, quasiment de la création de normes. Donc c'est un autre label qui est en train d'être développé aux Pays-Bas, qui s'appelle Eco-Certified Solar. Donc c'est encore en phase de recherche, hein. Il y a un certain nombre de projets doctoraux qui sont en cours. L'idée, c'est vraiment de développer un label, non pas sur des obligations de moyens, comme c'était un petit peu le cas pour les autres, avec voilà, des zones d'exclusion a priori, mais vraiment sur des critères de résultats, avec des suivis d'impact sur les parcs solaires, et qui permettent ensuite d'avoir un score au niveau des parcs. Et l'objectif finalement de cette démarche, c'est de donner un outil aux collectivités locales qui font des appels à manifestations, enfin des appels à projets
sur du foncier qui leur appartient ou qu'elles gèrent, en exigeant un certain seuil de performance environnementale adossé à ce fameux label. Donc voilà, un autre exemple de label. Typiquement, développer ce genre d'outil, c'est beaucoup plus compliqué que développer le type de label qu'on avait vu précédemment, parce que ces critères sont beaucoup plus fins, complexes, nécessitent un suivi, mais c'est quelque chose de très intéressant également. Et alors pour conclure, une troisième bonne pratique de filière pour illustrer mon propos, sur la base du coup de la filière éolien solaire flottant, pardon. Donc ce retour d'expérience, il vient des Pays-Bas. Alors aux Pays-Bas, comme en France, le solaire flottant, c'est assez nouveau. Donc quelques constats. Déjà, le solaire flottant, c'est une filière qui est assez porteuse. Hein. Donc au niveau de ce pays-là, il s'était donné comme objectif un développement de 2 gigawatts à horizon 2025. Bon, aux dernières nouvelles, ils n'y sont pas encore tout à fait. Ils ont pris un petit peu de retard, mais en tous les cas, il y avait vraiment une ambition. Deuxième constat, c'est que finalement les effets sur les écosystèmes aquatiques de ces parcs n'étaient pas connus, c'est normal, c'est nouveau. Donc que ce soit voilà, sur les qualités physico-chimiques des milieux aquatiques ou sur le cortège d'espèces associées, voilà, c'était vraiment l'inconnu. Et dans ce contexte, que ce soit les développeurs des projets ou les services instructeurs, comment est-ce qu'on conçoit les projets, comment est-ce qu'on les autorise, quelles prescriptions, tout ça peut être évidemment un petit peu flou. Et en même temps, on a une feuille de route de développement à déployer en très peu d'années, donc voilà, il faut avancer quand même. Du coup, pour finalement trouver un compromis, qu'est-ce qui a été fait? C'est qu'il y a un consortium public-privé qui a été monté, qui s'appelle Zone Up Water, qui rassemble l'ensemble des développeurs qui interviennent aux Pays-Bas sur la filière solaire flottant, plus les services de l'État et des bureaux d'études, qui permettent finalement de monter un programme de recherche public-privé au bénéfice du coup de l'ensemble de la filière. Le principe, c'est de se dire, voilà, on ne sait pas, on ne connaît pas les impacts, mais on va quand même développer des premiers parcs, mais tous les premiers parcs seront des parcs pilotes et ils devront être intégrés à un programme de recherche pour connaître les premiers impacts et développer des premiers référentiels de mesures éviter, réduire, compenser. Donc pour les autorités publiques, ça a un avantage, c'est que ça permet de disposer rapidement d'une grille harmonisée d'évaluation sur les impacts des projets et du coup une liste aussi de prescriptions, mesures ERC à recommander. Pour les développeurs, ça leur permet de comprendre les impacts de leurs projets de manière objective, de manière neutre, pour ensuite les concevoir de la manière la plus respectueuse possible des milieux naturels. Et puis évidemment, pour l'organisme de recherche et les bureaux d'études impliqués, c'est extrêmement pratique parce que ça leur permet de travailler sur des parcs, on va dire, en conditions réelles. Donc ça fiabilise énormément les premiers résultats, en plus avec plein de réplicas différents, puisque l'ensemble des développeurs de la filière sont impliqués. Du coup, ce programme de recherche a conduit à un certain nombre d'outils, typiquement une espèce de modèle d'impact qui va permettre, sur la base de différents paramètres des parcs flottants, typiquement l'espacement entre les panneaux, parce que l'enjeu c'est de pouvoir laisser passer la lumière dans la colonne d'eau, l'espacement entre les panneaux, la part maximum recouverte au niveau du plan d'eau, le type de plan d'eau plus ou moins naturel. Donc en fonction de ces paramètres, l'idée ça va être de modéliser un impact présumé et du coup de délimiter des seuils d'impact maximum et ultimement ça permettra aussi de proposer des mesures compensatoires. Donc ce modèle d'impact, il est à disposition maintenant de tous en open source. Il y a également une démarche d'analyse qui est proposé au service de l'État et côté développeur, il y a un protocole harmonisé de suivi, sachant que l'ensemble des développeurs se sont engagés à appliquer ce protocole de suivi standardisé, dont l'objectif est de pouvoir améliorer en continu le modèle d'impact et ultimement aboutir à un référentiel de filière de réduction. Merci pour ces différentes présentations, toutes ces initiatives finalement qui sont, on le voit,
en fait reproductible en France, ou adaptable en tout cas selon le contexte français. Mais effectivement, il y a encore plein d'autres aussi choses que vous n'avez pas évoquées qui sont présentées dans le guide et qui sont des bonnes initiatives. Donc à nous aussi, acteurs de cette filière, d'en faire quelque chose et de mettre on va dire en marche toutes ces bonnes initiatives sur le territoire français. Est-ce qu'il y a des questions justement sur ces initiatives Des questions à Alice? Non? Tout a semblé clair. Ah si, une question fond. Merci beaucoup. Nous avons suivi avec une attention soutenue. Moi, je viens de l'Afrique, précisément du pays le Bénin. Et je suis le maire d'une commune, puisque vous avez parlé des collectivités. Comment, au regard de tout ce que nous avons suivi, comment vous pouvez collaborer avec l'Afrique, principalement notre pays, pour l'impacter quand même sur les énergies renouvelables? Parce que j'ai compris que en Europe, vous avez déjà une autonomie énergétique. Mais nous, en Afrique, précisément au Bénin, il nous manque beaucoup. Donc nous devons tout faire pour nous, les autorités, dans tous les secteurs. Nous devons tout faire pour impacter quand même les collectivités locales à développer quand même leurs produits en agriculture, et puis que ce soit en autonomie énergétique. Voilà, je vous demande une collaboration avec l'Afrique. Parce que quand l'Europe tient bon, l'Afrique aussi va tenir, bien tenir. Donc voilà, merci beaucoup. C'est vrai que la conférence, on s'est concentré sur la France, mais le déploiement des énergies renouvelables, c'est un enjeu à l'échelle planétaire. Donc on doit aussi réfléchir à des solutions, mais il y a aussi prendre bien en compte le contexte environnemental justement des pays, maîtriser toutes les sensibilités pour trouver les bonnes solutions. Et les solutions qui sont faites ailleurs, elles sont reproductibles, mais effectivement, il y a cet aspect de contexte qui doit toujours être mis en balance et en perspective. Et je pense que sur le territoire d'Afrique, il y a pas mal de développeurs quand même qui déjà s'investissent sur ce territoire. En tout cas, nous, Biotop, on est aussi présents en tant que bureau d'études dans l'environnement. On travaille en Afrique, donc c'est un territoire aussi qui pour nous est bien porteur et qui va nous présenter plein de projets, et notamment dans l'aspect énergie renouvelable. Donc voilà. Peut-être pour apporter un élément de réponse aussi, il y a pas mal de développeurs maintenant qui ont monté des fondations. Et dans le cadre de ces fondations, il y a beaucoup de projets qui sont en faveur de tout type de public. Ça peut être en France, mais aussi des projets de développement d'énergie renouvelable, notamment en Afrique. Donc je pense qu'il faut aller voir aussi certains développeurs, et notamment ceux qui ont ces fondations-là, et qui ont des projets qui peuvent être très intéressants pour la solarisation. Je pense surtout au solaire d'ailleurs. Ça existe, donc il faut aller frapper à ces portes-là. Il y a des moyens qui sont mis dans le cadre de ces fondations. Et juste pour revenir par contre sur la dernière présentation, merci beaucoup, c'était super intéressant. Et il me semble que le dernier label là, pour le solaire flottant apporte vraiment des réponses, il me semble. On a envie que du coup ça soit développé pour toutes les autres énergies, parce qu'il n'y a pas de raison en fait que ça soit appliqué qu'au solaire flottant. Et je me disais aussi, surtout par rapport à la présentation d'avant, des prairies de Noé, qui était super intéressante comme étude aussi, le problème c'est les statistiques, quoi. On a 4 projets, donc scientifiquement ça ne tient pas si on veut vraiment proposer ça comme un outil de recherche, quoi. Et donc ce genre de label-là pourrait permettre de dire ces études de prairies de Noé, très bien, on les fait pour tous les nouveaux parcs qui arrivent. Alors est-ce que les syndicats peuvent militer auprès des instances dirigeantes pour faire en sorte qu'effectivement, pourquoi pas, on impose aussi systématiquement pour tous les projets de développement d'énergie renouvelable des programmes de recherche qui permettent justement de massifier les données et de faire des statistiques qui fassent qu'on en tire vraiment quelque chose, quoi. Du coup, c'est à moi de répondre. Ce
qui est certain en tout cas, c'est que les programmes de recherche au niveau des énergies renouvelables, ils sont sur une pente qui est exponentielle aujourd'hui. Je reconnais certains visages qui étaient au séminaire de la LPO photovoltaïque et biodiversité qui s'est tenu il y a une dizaine de jours, où pareil, tous les labos scientifiques sont venus présenter leurs projets sur le sujet. Et avec aussi cet appel-là à plus de développeurs, plus de parcs pour tester davantage. Je pense que c'est des appels qui sont entendus aujourd'hui au vu du nombre de projets, des moyens qui sont alloués par l'ADEME, par l'OFB, même par les développeurs en phase par des initiatives qu'ils peuvent avoir et qui vont être saisis par le ministère derrière, c'est certain. Donc je pense qu'on en est qu'au début de toutes ces initiatives-là et on va voir ce que nous réserve la suite, mais en tout cas ça va être dense en termes d'études. Non, effectivement, notamment sur le photovoltaïque, finalement, on en est à une phase un peu précurseur et on sait qu'il va y avoir un déploiement assez conséquent qui va avoir lieu dans les années à venir. Et on en est au démarrage, donc il faut justement avoir ces bons retours d'expérience d'ailleurs pour s'en inspirer et améliorer nos pratiques. Et l'aspect massifié, effectivement, s'il y a des développeurs qui sont présents dans la salle et qui ont envie d'aller échanger avec WPD et l'association Noé, ils seront ravis de répondre à toutes vos questions et de vous répondre. On est vraiment au démarrage, mais justement, l'important, c'était important de présenter cette initiative, même si elle n'a pas encore des résultats. Plus il y aura finalement des personnes qui vont, plus de structures participeront à cette initiative, mieux on va pouvoir massifier de la donnée et plus on va avoir effectivement des résultats. Et bon, effectivement, les faire intégrer dans un process de manière plus concrète, effectivement, il faut que ce soit aussi les instances qui se saisissent. Ils se sont saisis du sujet puisque hier vous étiez présents dans une conférence à l'OFB. Si vous voulez dire un mot aussi sur ça. Oui, tout à fait. Du coup aussi, un des objectifs du partenariat, c'est de massifier ces données. Et donc, on discute beaucoup avec différents chercheurs qui commencent aussi et qui sont en train de faire ce genre d'études, notamment par l'axe pollinisateur, pour voir comment regrouper ces données et comment pouvoir les comparer, les mettre ensemble pour sortir quelque chose de plus gros que pour le moment nos quelques sites et pouvoir faut bien le commencer répliquer. Quand même. Voilà, exactement. Il faut commencer et voilà. Et justement, aux assises des insectes pollinisateurs sauvages, on nous a bien sûr intimé ce genre d'initiative. Ça a été très bien accueilli aussi, mais on nous a surtout dit d'agir. Donc en fait, c'est bien beau de suivre et de faire des statistiques, parce qu'à un moment, il faut bien être crédible, effectivement. Mais je pense qu'on s'est à peu près tous, et notamment les naturalistes qui nous accompagnent, quels sont les axes, les orientations les plus pertinentes pour justement avoir un gain net de biodiversité. Et par l'axe pollinisateur, c'est, je pense, assez simple, entre guillemets. Après, c'est le foncier dont on a besoin et d'être soutenu sur le territoire. Mais par contre, le plus important, c'est de mettre en place des choses de façon massive et pas que étudier et être au bureau, en fait, tout simplement. C'est d'être les mains dans la terre, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que là, de toute façon, on a épuisé le temps qui nous était imparti. Donc, si vous avez d'autres questions, on se tient à votre disposition pour échanger après la conférence. Merci en tout cas. Au revoir.